Bien, bonsoir à tous. J'invite les derniers arrivés à prendre place pour ce troisième débat de ce cycle co-organisé sur la transition énergétique. J'invite Fabienne Zeller, vice-présidente de la M2A, à bien vouloir au pupitre prononcer quelques mots d'accueil. Voilà, bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir. Nombreux, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par tous ces enjeux. Je voudrais vous remercier au nom de la M2A, de la CIM et du Conseil de développement qui sont partenaires pour lancer toutes ces conférences. Il y en aura une début du mois de juillet, mais qui n'est pas encore vraiment précisée, mais il y en aura une encore. Mais en attendant, merci à Monsieur Garnier et bonne conférence. Merci Madame Zeller. Alors, le principe est toujours le même pour ceux qui sont déjà venus 2 fois et qui nous sont fidèles. On accueille ce soir Nicolas Garnier, qui est délégué général de l'Amorce, mais je le présenterai un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. Pour commencer, c'est Loïc Richard du Conseil de développement qui va resituer ce débat dans son cadre politique et social. En quelques minutes. Merci, Loïc. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous l'avez remarqué, depuis quelques jours, il est de bon ton de parler du temps, celui qui est dehors, là, de cet hiver qui n'en finit pas, de ce printemps qui ne démarre pas, et de cet été qui viendra ou pas. Mais par contre, les conséquences économiques, elles, de cette situation sont d'ores et déjà annoncées. Destruction due aux inondations, chômage technique, pertes touristiques, récoltes chétives ou noyées, pollinisation insuffisante, un record de mauvais rendements. Record, c'est aussi le mot qui revient quand on regarde les statistiques du climat à notre disposition, je le rappelle, depuis 1850. 1998-2007 était la décennie la plus chaude jamais enregistrée. 2001-2010, 3 ans plus tard, pulvérisa ce record. Cette nouvelle décennie était de nouveau la plus chaude. 2006, la 5e année la plus chaude depuis 1850. 2010, la 3e année la plus chaude. Et 2012, la 9e année la plus chaude. C'est simple, de 2011 à 2013, c'est toutes les 13 années les plus chaudes depuis 1850, depuis qu'on observe le climat. Et je ne parle même pas des phénomènes extrêmes type Sandy, vous en rappelez, en 2012, à New York, et il y a quelques heures encore, les tornades géantes et meurtrières à Moore, dans la banlieue d'Oklahoma City. Alors, ceux qui aiment le sport, comme moi, savent que battre un record, c'est possible, de temps en temps, et de manière exceptionnelle. Mais quand les records ne tiennent plus et qu'ils sont battus d'année en année, c'est souvent que le dopage n'est pas loin. Et pour le climat, les produits dopants, ça s'appelle le dioxyde de carbone et le méthane. Ce soir, avec cette 3e conférence, nous arrivons au milieu de notre cycle engagé à l'automne dernier sous l'égide de la Société industrielle de Mulhouse. Je salue Luc Gaillet, le président qui est présent ce soir, de la M2A et du Conseil de développement de la région mulhousienne, dont le président également nous fait l'honneur de sa présence. Et si nos 3 institutions, M2A, Conseil de développement, CIM, se sont retrouvées début 2012 pour travailler sur le thème de la transition énergétique, ce n'est en rien un hasard. Chaque acte de notre vie quotidienne, chaque programme de développement, chaque aspect de notre existence engage directement ou indirectement, instantanément ou dans la durée, une consommation énergétique. Or, ce n'est pas tant aujourd'hui la raréfaction des ressources qui nous préoccupe que leur coût d'accès, que notre dépendance aux énergies fossiles et bien entendu que les impacts écologiques et les bouleversements climatiques liés au réchauffement planétaire. Mais quelle qu'en soit la motivation, la transition énergétique est un questionnement qui transcende l'ensemble de la société. Pour preuve, le 29 novembre dernier, jour choisi ici même pour notre première conférence, Delphine Batho
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a annoncé le lancement d'un grand débat national sur la transition énergétique. Alors, les thèmes retenus pour alimenter ce débat en région sont les suivants, je vais les énumérer. Premièrement, comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété, sachant que l'évolution des modes de vie, de production, de consommation, de transport, ainsi que les services énergétiques doivent constituer un point de départ de cette réflexion. Deuxièmement, quelle trajectoire retenir pour atteindre le mix énergétique cible en 2025 ? Quel type de scénario possible aux horizons 2030-2050 dans le respect des engagements climatiques de la France ? Quel choix, c'est le troisième point, en matière d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de l'énergie, et quelle stratégie de développement industriel et territorial au regard de ces nouvelles énergies ? Enfin, quatrième point, quel coût, quel bénéfice et quel financement pour assurer la transition énergétique ? Ce débat national doit aboutir à l'élaboration de propositions pour réussir, et souhaitons-le, pour donner un cap lisible et partagé à la transition énergétique. Ainsi, je pense que nous ne pouvons que nous réjouir que notre initiative locale rejoigne une préoccupation nationale. Mais ceci dit, soyons-en certains, le travail reste devant nous, car le débat n'est utile et nécessaire que s'il précède l'action et la transformation. Ainsi, le Conseil de développement, qui est une émanation donc du pays, qui représente 38 communes et 263 000 habitants, prendra dès la semaine prochaine l'initiative de réunir un groupe de travail dont l'objet sera de formuler, d'ici début 2014, des propositions pertinentes et cohérentes pour notre territoire en matière de transition énergétique. Car ce cycle de conférences a été conçu pour alimenter les réflexions de chacun en partant de la compréhension des enjeux et des perspectives au niveau international. Pour ceux qui étaient là, c'était la conférence du professeur Chevalier, et des enjeux nationaux à travers la prise de parole de M. Lara pour le scénario Négawatt. Aujourd'hui, et au cours des prochaines conférences, nous tenterons d'aborder la question de produire autrement et consommer autrement, et surtout des réponses que peuvent apporter les territoires, car c'est, in fine, ce qui nous intéressera à la fin de ce cycle de conférences. Ainsi, si je devais résumer, je dirais que le cycle de conférences auquel vous participez, le plan climat pour la M2A, l'avis du Conseil de développement, le travail du Conseil participatif, tout ceci constitue un ensemble ambitieux et cohérent d'initiatives sur un sujet majeur pour notre avenir. Car dans ce domaine, plus que dans tout autre, il me semble qu'il y a lieu d'avoir réellement de l'ambition, ambition qui est une vertu, lorsqu'elle traduit la volonté commune de se dépasser. Et c'est aujourd'hui probablement rien moins que le dépassement d'un modèle de société qu'il nous faut opérer. Et pour cela, je conclurai en disant simplement que la seule énergie qui, à mon sens, ne doit pas être économisée, c'est celle qui irrigue notre intelligence collective. Voilà, je laisse à présent la parole à Antoine Latan et M. Garnier pour l'association Amorce. Merci. Merci Loïc. Oh, vous pouvez l'applaudir, hein, c'est pas interdit. Alors, juste en quelques mots, le rappel des deux premières conférences, celle du professeur Jean-Henri Chevalier le 29 novembre. J'avais retenu 4 mots-clés et ce sont toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Hein. Le professeur Chevalier nous avait rappelé le poids des ressources fossiles, 80% dans les consommations finalement assez stables et surtout avec finalement une structure assez rigide, un système assez rigide qui évolue mais lentement. Le deuxième point saillant de son intervention, c'était le caractère avéré et alarmant, Loïc vient de le rappeler, du réchauffement climatique, avec une réponse collective et politique qui ne semble pas tout à fait à la hauteur des enjeux et en l'absence de vision européenne. Enfin, c'est ce que j'avais entendu de sa part. Troisième élément, c'est l'orientation durablement à la hausse des prix de l'énergie. On ne reviendra pas en arrière, quelle qu'en soit la forme. On est définitivement sorti de l'énergie bon marché ou de l'illusion de l'énergie pas chère qui nous avait beaucoup conduit.
Et enfin, quatrième point, je pense que c'était pas uniquement pour nous plaire, mais enfin, le professeur Chevalier avait souligné qu'il existe au niveau des territoires des potentiels d'action, de développement peu explorés, pas seulement ressources d'énergie, mais aussi d'intelligence, que vient de rappeler Loïc à l'instant. Et je pense que Nicolas Garnier aura sûrement des choses à compléter, à développer dans ce domaine. La deuxième conférence, celle de Gilles Lara, était plus celle d'un militant. Ceux qui étaient là s'en souviennent certainement, de l'association Négawatt, le 13 février. Il s'agissait en fait d'une présentation assez rapide, parce que ces travaux sont très importants, des études que conduit cette association de professionnels depuis plus de 10 ans, en fait, sur la transition énergétique. On fait un débat actuel, mais en réalité, beaucoup de gens y réfléchissent depuis longtemps. Et ce scénario que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute très bien s'appuie sur un double postulat. D'une part, notre société devra s'abstenir à se passer ou le plus possible de consommation d'énergie fossile, et d'autre part, elle doit aussi se préparer à en finir avec l'énergie nucléaire, même si c'est pas pour tout de suite, les risques à court terme et à très long terme étant jugés insupportables. Alors, je ne vais pas résumer en 2 mots les réflexions de Négawatt, elles sont très complètes, elles se calent sur l'horizon 2050, comme toutes les réflexions dans ce domaine, elles font l'objet de plusieurs ouvrages qui sont édités, disponibles. Il en a été présenté en février quelques-uns. Tout ça est très bien documenté et diffusé également sur le web. Les gens de Négawatt sont militants, mais ils ne semblent pas vouloir affirmer détenir une vérité. Je crois que vous l'aviez compris, ceux qui étaient là. Et ils veulent que le débat soit porté à un niveau plus intense, plus riche, plus raisonné, plus démocratique, sur des questions qui sont complexes et qui donc font sans doute un peu peur à la fois aux élus et sans doute aux citoyens. Et donc, c'est le but de ce cycle, c'est de développer ce débat à l'échelle locale et régionale. Et on voit bien que Mulhouse est tout à fait en phase, voire en avance de phase sur ce qui se fait. Autrement dit, Négawatt voit dans le débat sur la transition énergétique un défi politique et démocratique, avant même le traitement économique, technique et social qu'il convient de faire. Alors maintenant, je vais passer dans quelques secondes la parole à Nicolas Garnier. Vous êtes délégué général de l'Amorce. Alors l'Amorce, qu'est-ce que c'est? C'est un joli nom, Amorce. C'est simplement l'association nationale de collectivités sur le thème de l'énergie et de la gestion de déchets, qui réunit, si j'ai bien vu, une cinquantaine d'adhérents au départ à sa création en 87, et aujourd'hui plus de 750. Monsieur Garnier me disait en aparté tout à l'heure qu'il aimait bien recruter dans toutes les familles politique, et notamment qu'il aimerait bien que des forces nouvelles le rejoignent. Alors, l'Amorce est présente partout. L'Amorce ne vit que de ses cotisations, si j'ai bien compris, pas de subvention. Elle est vraiment représentative de ses membres, avec un conseil d'administration assez large, et elle fait des études, elle présente elle réfléchit sur le sujet de la transition énergétique depuis déjà un bon moment, et elle a d'ailleurs fait des propositions publiques, étayées, documentées, remises au pouvoir public à différents niveaux. Et c'est donc en quelque sorte un lobby, mais au meilleur sens du terme, des collectivités territoriales sur ce sujet des collectivités et de l'énergie. Donc, votre sujet, mon cher Nicolas, dans un temps de 40 minutes suivi de questions. Alors, il faut se méfier des questions, elles sont parfois il faut bien les écouter après. Donc, ce sont les enjeux de politique énergétique à l'échelle locale, parce que, bien sûr, on a l'impression que le marché de l'énergie est mondial, mais il est aussi local, et les réponses à nos problèmes sont peut-être plus locales que mondiales. En tout cas, c'est là qu'on peut agir. Nicolas Garnier, c'est à vous. Et donc, une quarantaine de minutes, on vous fiche la paix pendant 40 minutes, mais après, c'est le festival. Merci beaucoup. D'abord, merci de votre invitation, plutôt de votre réinvitation, parce que pour tout vous dire, je suis déjà venu à Mulhouse il y a un mois, je crois. Et on m'a demandé de revenir en deuxième semaine, c'est ça, pour présenter un certain nombre de choses. Effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, Amorce, c'est un réseau d'échanges et de propositions autour de bonnes pratiques en matière de gestion de l'énergie. Je dois vous dire qu'il y a 2 ans et demi à peu près, nous avions beaucoup travaillé sur ce que pourrait être un nouveau débat sur l'énergie. Il ne s'appelait pas transition énergétique, ça je le dois à d'autres. Mais à l'époque, on avait beaucoup insisté pour dire que l'enjeu
Je vais commencer comme ça, si vous me permettez. D'habitude, quand on démarre un débat comme celui-ci, je pose 3 questions, mais je ne vais pas vous faire l'affront de les poser, je vais juste vous dire ce que je fais habituellement. Je demande qui est pour les énergies renouvelables. Généralement, il y a 95% de la salle qui lève la main. Ensuite, je demande qui est pour le nucléaire. J'ai une bonne majorité qui lève la main, généralement. Et après, et là par contre, je vais vous proposer d'y répondre, je vais vous demander qui, dans cette salle, connaît sa facture énergétique de sa maison. C'est-à-dire, est-ce que vous savez combien consomme votre appartement? Voilà. Voilà la petite démonstration que je voulais faire, c'est que l'enjeu du débat est souvent focalisé sur des thèmes extrêmement symboliques, extrêmement forts, extrêmement porteurs d'emploi, en particulier je pense à la question nucléaire. Mais la réalité de l'enjeu énergétique de demain, c'est vous et moi. C'est vous et moi, plus que la question de l'avenir de telle ou telle énergie. On se rend bien compte, avec ce petit sondage rapide, que la difficulté, c'est effectivement que chacun d'entre nous fasse évoluer son rapport à l'énergie. Je n'ai pas encore dit sa consommation d'énergie, son rapport à l'énergie. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je disais tout à l'heure que j'étais ingénieur, donc malheureusement, vous allez voir des chiffres. Simplement, si vous connaissez l'émission Le Dessous des cartes, je vais essayer de vous faire le dessous des chiffres. L'idée étant de vous présenter un certain nombre de chiffres que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, et d'essayer d'en faire une lecture un petit peu originale. L'idée, je le dis parce que dans la salle, généralement, il y a des gens qui sont très en faveur de telle ou telle solution technologique, d'essayer de dépassionner le sujet. C'est pas toujours facile, je ne suis pas à l'abri d'ailleurs de faire une écartade dans un sens ou dans l'autre, mais d'essayer de dépassionner pour essayer de regarder un peu de manière relativement objective, je reste modeste, ce qu'est aujourd'hui la question de l'énergie, et en particulier ce que peut être la question de l'énergie dans les territoires. Alors ça, c'est un schéma qui est quand même extrêmement important. Je commence par de l'argent, je ne commence pas par du kilowattheure. C'est la facture énergétique du pays. La facture énergétique qui aujourd'hui se situe à peu près à 60 milliards d'euros. Ça veut dire que la France est un consommateur d'énergie, vous en doutez, à l'échelle nationale et internationale, et qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 3% du PIB, c'est-à-dire la consommation d'énergie. Cette énergie, c'est du pétrole, du gaz, du charbon, un peu d'électricité et de l'uranium, bien entendu. Elle achète un peu d'électricité qui est produite ailleurs, mais elle achète aussi de l'uranium. Le deuxième graphique important, c'est ce que consomme notre pays en matière d'énergie primaire. Donc, on entend par énergie primaire vraiment le combustible initial. C'est du charbon, c'est du bois, c'est du pétrole. C'est de l'uranium ou de l'électricité. Ça dépend comment on fait les calculs. Là, on va rentrer, je vais essayer d'être relativement neutre. Certains considèrent que l'électricité est une énergie primaire. En tant que technicien, pour moi, l'énergie primaire, c'est l'uranium éventuellement qui a été acheté ou extrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que ce qui s'est beaucoup développé depuis une trentaine d'années, c'est la consommation d'électricité. Qui clairement a pris une grande partie de la place que représentait le charbon dans notre pays, et que le pétrole, lui aussi, a un petit peu baissé, et que par contre le gaz naturel a pris une place un peu plus importante. Vous remarquez que les énergies renouvelables, pour les plus partisans de la salle, restent encore extrêmement modestes. Alors ça, c'est un autre schéma important, c'est la consommation finale d'énergie. C'est-à-dire vraiment, non pas ce qu'on exploite dans le sous-sol, dans la biomasse, etc., mais ce que l'on consomme, j'allais dire, en bout de tuyau. Alors c'est intéressant, je vais faire un coup de yo-yo. Ça, c'est le schéma que je vous ai montré avant, c'est ce dont on a besoin. 270 millions de tonnes équivalent pétrole. Ça, c'est ce que l'on consomme, 270 millions de tonnes équivalent pétrole. Ça, c'est ce dont on a vraiment besoin en bout de ligne, 150, 160 millions de tonnes équivalent pétrole. Et si vous avez écouté les gens de Négawatt, effectivement, la première surprise, c'est qu'il en manque un sacré bout. Il en manque à peu près une centaine de millions de tonnes équivalent pétrole, qui sont des pertes. Qui sont partagées entre le système électrique français, le système gazier. Il y a un chiffre qu'on donne rarement, mais vous savez qu'entre l'Ukraine et votre gazinière, les pertes se situeraient autour de 15 à 20%. C'est-à-dire de gaz qui est perdu en cours de route. Pas tant sur le réseau français, mais plutôt à l'extraction et le long de la route entre l'Ukraine et Mulhouse. Donc ça, c'est un premier enjeu
qui nous montre à quel point consommer 1 ici est en fait consommer 1,5 en réalité sur la planète. L'autre élément très intéressant, c'est que quand vous parlez d'énergie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, généralement, on vous parle de nucléaire, d'éoliennes, de gaz de schiste, etc. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est mais de quoi a besoin ce pays pour fonctionner? Et là, c'est assez simple. La France a d'abord besoin de chaleur. Je ne dis pas ça pour la journée et pour les quelques jours que nous venons de passer, très difficile. Je suis content, vous avez vu, il y avait un rayon de soleil tout à l'heure. Hein. On pourrait dire, je vous ai amené le soleil, mais il est reparti. Mais bon. Donc en fait, 50% de ce que nous consommons, c'est de la chaleur, c'est du chauffage, avec un tout petit pouillème maintenant de froid, de la climatisation. 30% c'est du transport, c'est du déplacement. Les 17 autres pourcents, alors dans les 52%, j'aurais dû vous dire, il y a à peu près les 2/3, c'est du résidentiel, c'est nos maisons. Il y en a 1/3, ce sont nos industries, principalement, et le tertiaire. Et puis le reste, c'est effectivement de la consommation d'électricité spécifique, principalement, et donc en particulier nos appareils électroménagers, notre Wi-Fi, un certain nombre de choses. C'est pour ça que finalement, si on veut se poser la question de ce qu'on veut faire de l'énergie dans ce pays, les vraies questions auxquelles on doit répondre, c'est comment se chauffe ce pays, et comment vous chauffez, vous et moi, comment je me déplace, et comment se déplace ce pays, comment fonctionnent mes industries. Voilà les 3 grandes questions à se poser. Bien plus que est-ce qu'il faut plus de nucléaire, est-ce qu'il faut moins d'éolien, est-ce qu'il faut plus de l'un et plus de l'autre, est-ce que l'un pose des problèmes sur l'environnement, etc. Ça, c'est la question d'après. Mais la première question, c'est celle-ci, et c'est rarement la question qu'on se pose. Vous remarquerez au passage, pour mettre dos à dos pro et anti-électricité, on va dire, même pas nucléaire ou éolien, électricité, c'est que finalement, la question électrique, elle ne se pose pas encore à ce stade. La question électrique, elle arrive après. Mais la question, finalement, c'est effectivement de savoir comment on se chauffe, on se déplace, on fait fonctionner notre économie. Quelques mots sur nos réseaux, puisqu'en fait, vous avez 2 grandes manières d'utiliser l'énergie. Soit c'est une énergie, j'allais dire, que vous utilisez sur place, dite décentralisée et totalement décentralisée, voire isolée. Soit vous utilisez 3 grands réseaux. Il y en a 2 qui sont très connus, et puis moi, je représente un petit peu le petit pousset, le réseau électrique français, le réseau gazier et le réseau de chaleur. Pour votre information, donc, dans le réseau d'électricité circule à peu près une 15aine de % d'électricité renouvelable, y compris la grande hydraulique, que je place dans les énergies renouvelables. Certains pourraient le contester. À ce stade, on peut le mettre à l'intérieur. Le réseau gazier, qui malheureusement n'a pas beaucoup d'énergie renouvelable, a un tout petit peu de biogaz, un petit peu à Forbach, un petit peu à Lille, peut-être bientôt dans ces régions, mais bon, globalement, le gaz naturel... Le nom est très beau, gaz naturel, mais il n'est pas très renouvelable. Hein. Il vient de loin, pour la plupart. Les réseaux de chaleur, bon là je fais un peu de gloriole, hein, ceux qui sont dans la salle diront que je manque un petit peu d'impartialité. Effectivement, les réseaux de chaleur, j'en parlerai tout à l'heure, eux aujourd'hui ont à peu près 36% des kilowattheures, donc de la chaleur qui circule dans ces réseaux de chaleur, qui sont issus soit d'énergie renouvelable, soit d'énergie de récupération. Récupération étant principalement les usines de valorisation énergétique ou d'usines d'incinération françaises, et quelques gaz de houille en particulier, et un gros réseau qui est très connu, j'essaierai de faire des illustrations locales, le réseau de Dunkerque. Il y a à peu près 1/3 de la ville de Dunkerque qui est alimentée par un réseau qui est en fait fourni par les aciéries de Solac. Donc c'est une production excédentaire de Solac qui alimente à peu près 1/3 de Dunkerque aujourd'hui à un tarif défiant toute concurrence. Michel Delbar en est, semble-t-il, très content. Ça n'empêche pas d'avoir une centrale à côté à Gravelines d'ailleurs. Hein. Tout ça est parfaitement en coexistence. Alors si on parle un peu maintenant d'énergie renouvelable, ça c'est une courbe qui fait mal. C'est la part d'énergie renouvelable aujourd'hui dans notre mix énergétique en énergie primaire. Donc on n'est pas à 13, 14, 15%. Parce que le 15% dont on entend beaucoup parler, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la part d'électricité renouvelable dans le réseau. Maintenant, si vous regardez l'ensemble des énergies, celles dont je vous ai parlé au début, y compris l'électricité, on est à peine à 8% d'énergie, j'allais dire, qu'on exploite, qui est à partir d'une ressource renouvelable. Si on regarde un petit peu comment elle est constituée, eh bien, c'est principalement du bois énergie. Ça peut surprendre. Alors, ce n'est pas le bois énergie des grands réseaux de chaleur ou des chaufferies de bas d'immeubles. En fait, la plupart, dans les bilans nationaux, ce bois énergie, c'est principalement nos inserts bois et nos cheminées à bois. Donc ça veut dire que ces 46 millions de TEP
kilotep, par contre, non, c'est des pourcentages, pardon, 46%, sont en fait assez mal utilisés. Vous savez que nos cheminées, nos inserts à bois, bilan énergétique, sur une cheminée, 15% à peu près. Hein. Donc ça veut dire que sur ces 46%, en fait, on en perd presque les trois quarts, puisque c'est de la chaleur qui part par la cheminée. Il y a de l'hydraulique, hein, effectivement, un peu de biocarburant, et puis c'est 17% dans lequel on voit arriver les déchets urbains, donc les usines d'incinération, un petit peu d'éolien, pas tant que ça, à peine 5% dans le bilan des énergies renouvelables utilisées dans notre pays, un peu de résidus agricoles, un peu de solaire, un tout petit peu de solaire, et un peu de géothermie. Voilà à quoi ressemble notre fameux mix énergétique des 8%. On n'a pas forcément cette image-là quand on parle énergie dans ce pays, on croit qu'il y a des éoliennes partout. Ben, les éoliennes aujourd'hui c'est 5% de notre consommation d'énergie. Ça je vais peut-être passer parce que vous n'allez pas tarder à me dire que je suis trop long. En gros c'est les bilans. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Grenelle a souhaité, enfin s'est donné comme objectif de doubler la quantité d'énergie renouvelable dans le parc, un peu plus que doubler. Et quand on veut le doubler, ben, il y a à peu près la moitié de l'effort qui est à faire sur de l'électricité renouvelable et la moitié de l'effort qui est à faire sur la chaleur renouvelable. Ça, c'est l'électricité renouvelable, donc il se situe à peu près à 15%, mais vous voyez, ça décolle pas, hein, très très peu. Hein. En fait, on est à 15% depuis le début, on a perdu quelques barrages, on a perdu quelques centrales hydroélectriques, et on commence à récupérer, à voir le tout début du développement éolien. Et un peu de solaire. Maintenant, on va passer dans du lourd. Là, attention, accrochez-vous, là, c'est le moment important. Je vais essayer modestement de vous expliquer le système électrique français. Voilà, cette fois-ci, on va parler d'électricité. Donc ça, c'est le système électrique français. Ce système était beaucoup plus simple autrefois. Il faut le reconnaître, il y a une dizaine d'années, le système électrique français, ça s'appelait EDF. Ça s'appelait EDF, c'était une grande entreprise publique. J'en rappelle son histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'elle est quand même très intéressante. À la sortie de la guerre, le pays est en mauvaise situation énergétique, et le général de Gaulle, conseillé par un certain nombre de hauts techniciens, on va dire, décide de créer... Oula, il passe tout seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est les esprits, là, oui. C'est de Gaulle. Mon Dieu. Décide de créer donc un opérateur unique qui s'appelle EDF. Il décide de créer la même chose dans le domaine du gaz, qui s'appelle GDF. Mais il faut savoir qu'avant 1946, l'électricité dans ce pays, le gaz dans ce pays, était en fait l'affaire des territoires, des communes françaises. La plupart ayant construit soit à partir de barrages hydroélectriques, soit à partir de turbines à vapeur, des outils de production d'électricité qui alimentaient des petits territoires. Donc il y avait des petits bouts de réseau un peu partout, réseau d'électricité, et des outils de production. Et en 1946, donc, un choix est fait, très important, qui consiste à dire à l'ensemble des communes françaises, vous n'avez que deux solutions. Ou bien vous revendez vos outils de production au nouvel établissement public Électricité de France, et à ce moment-là, vous gardez vos réseaux, vos lignes d'électricité, mais vous avez un concessionnaire imposé. Pour ceux qui connaissent le monde juridique, c'est le seul cas en Europe de concession imposée. C'est-à-dire que normalement, le système d'une concession vous permet de choisir votre concessionnaire. Le système électrique créé en 1946 dit votre concessionnaire, c'est EDF aussi. Non seulement vous lui avez vendu vos outils de production, mais il va assurer la gestion, le développement du réseau d'électricité. Au passage, l'objectif, il est assez simple. On est dans une période où on a besoin d'énergie, l'énergie n'est pas très chère, très abondante, et le pays n'a quasiment pas d'électricité. On parle alors de la fée électricité à son plus bel âge. La difficulté, c'est deux choses. C'est qu'entre-temps passe le marché de l'énergie, avec deux directives européennes, qui disent, en gros, vous n'avez pas le droit d'assurer un fonctionnement dans lequel le même opérateur fait à la fois la production d'énergie, d'électricité, la distribution, le transport, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la différence entre la distribution et le transport, et la fourniture, la facturation aux clients. Vous n'avez pas le droit de le faire, donc vous êtes obligé de découper votre entreprise en morceaux. L'État français, qui, il faut le reconnaître, a réussi un très bel outil industriel et économique avec EDF, quoi qu'on en pense, tente effectivement de préserver l'essentiel, et on se retrouve dans une situation assez différente de ce qui se passe dans les autres pays, où finalement, on a encore, j'allais dire, l'illusion qu'EDF est une seule et même entité. Mais en réalité, EDF est constitué de plusieurs parties désormais. Il y a EDF,
vous appelez aussi EDF Fourniture, actuellement il y a des pubs sur EDF Entreprise, qui assure la production, mais qui assure également la fourniture aux clients, c'est-à-dire vous avez des factures d'EDF chez vous aujourd'hui. Et puis il y a deux structures qui prennent une part plus ou moins importante d'autonomie, qui est RTE, qui est le réseau de transport de l'électricité. En gros, c'est les lignes de très haute tension, les gros câbles que vous voyez le long des routes généralement, des grands axes. Donc ça, c'est le réseau de transport, et dont le travail est assuré par réseau de transport d'électricité. Et puis, un autre acteur important qui est ERDF, vous avez le même dans le gaz, ça s'appelle GRDF, qui assure la gestion du réseau de distribution. La difficulté aujourd'hui, c'est effectivement une sorte de mélange des genres. Que l'on comprend de plusieurs manières. D'une part, du point de vue des salariés de ces sociétés-là, je parle de société, aujourd'hui ce n'est pas un établissement public, c'est une société anonyme, il y a encore une sorte de culture, j'allais dire, enfin, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, une culture de l'entreprise publique. Ça explique quelque part que ce lien soit resté. Le deuxième élément, c'est également qu'il faut reconnaître que EDF a fait un travail assez extraordinaire, j'allais dire en alimentant la France, en gagnant de l'argent. Il y a un chiffre qui est très important là-haut et qui pour nous est essentiel dans le débat sur la transition énergétique, c'est dividende d'EDF 1,8 milliard d'euros. C'est-à-dire que l'actionnaire prioritaire, majoritaire d'EDF reste l'État. Et donc de ce fait, l'État touche, on va dire pour faire simple, plus d'1 milliard d'euros, pas loin de 2 milliards d'euros chaque année. Vous vous rendez bien compte que l'État est dans une situation très particulière. C'est parmi... Alors là, je vous jure, j'ai touché à rien. C'est parce que j'ai parlé de l'État, c'est Bercy, ça, qui a encore bougé. Pas possible. Il bouge tout seul. Ah, je sais. C'est vous l'ingénieur. C'est parce que vous m'avez donné ça tout à l'heure. Je l'avais posé là. Et donc, effectivement, on va revenir ici. L'une des difficultés aujourd'hui, c'est que l'État est un peu jugé parti dans ce débat. C'est-à-dire que non seulement il dit on va regarder tous ensemble ce qu'on va faire de l'avenir énergétique du pays, et de l'autre, il est l'actionnaire majoritaire du groupe qui aujourd'hui assure une grande partie de l'alimentation du pays. C'est un peu la même chose avec les collectivités locales. Les collectivités locales sont très majoritairement liées à EDF par des contrats de concession d'une part, avec quand même une difficulté majeure dont je suis obligé de parler. C'est, vous savez que dans le domaine de l'eau, par exemple, la collectivité locale, Mulhouse, met en concurrence ou est en régie. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire vous-même vous êtes en régie, c'est ça ? Pardon, pas que je dise de bêtises alors. Donc vous pouvez choisir d'être en régie, donc de faire le travail vous-même avec vos propres équipes. Vous pouvez choisir de mettre en place une concession, et auquel cas vous choisissez votre concessionnaire. Dans le domaine de la distribution d'électricité, en grande partie en raison de la fameuse péréquation tarifaire, dont il faudra qu'on parle un petit peu, on est obligé de dire, puisque tout le monde doit avoir le même tarif de Marseille à Lille, de Strasbourg à Brest, il faut que tout le monde ait les mêmes prestations. Sinon, il y a un problème. Et comme il faut avoir les mêmes prestations, il faut le même contrat. Et comme il faut le même contrat, il faut le même concessionnaire. Et donc, on se retrouve dans un système aujourd'hui quand même assez compliqué, où d'un côté, en tant que représentant des collectivités, on a très envie de dire, mais à l'échelle de Mulhouse, on aimerait, je dis ça, désolé, je me mets à votre place, mais on aimerait développer un réseau avec une meilleure qualité d'électricité, on aimerait développer des actions de maîtrise de l'énergie chez les plus précaires, on aimerait, etc., etc. Le contrat ne le permet pas, puisque le contrat est à un chouïa près, le même pour tout le monde. Donc on a cette difficulté-là également, dans cette ambiguïté. La dernière, je ne l'ai pas marquée, je ne crois pas, mais elle est quand même importante, c'est qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de salariés autour de cette entreprise, salariés qui sont présents, qui sont forcément attachés à leur outil de travail. Je dis aussi qu'ils sont attachés à leurs conditions de travail, qui sont pour un certain nombre un peu plus favorables que la moyenne. Et donc forcément, ça fait un enjeu qui est quand même très très compliqué à gérer et qui, de mon point de vue, est plus important que la question nucléaire dans le débat. C'est-à-dire que le fait que finalement on ait construit un projet commun en 1946, que quelque part on soit tous impliqués, collectivités, salariés, entreprises, État, dans cette grande machine, nous donne une vraie difficulté à imaginer que ce système fonctionne autrement. Voilà. Donc la difficulté dans le débat de la transition énergétique, c'est est-ce qu'on reste là-dessus, un grand tout, qui a été un petit peu saucissonné pour des raisons de directives européennes, mais qui globalement fonctionne de la même manière. L'autre difficulté, au-delà de la question, on va dire, économique et sociale, c'est la question de savoir si ce grand tout a plutôt intérêt à produire et à fournir de l'électricité, plus, ou à en économiser. Et là, force est de constater que, je reprends à peu près mes mêmes chiffres,
c'est que la plupart des chiffres, j'allais dire des dividendes ou des avantages, que ce soit les dividendes de l'État, que ce soit les taxes locales de l'électricité, que ce soit le comité d'entreprise d'EDF, etc., la plupart, j'allais dire, des modalités de calcul, je dis dividendes, mais c'est mal choisi, vous pourriez m'en vouloir un certain nombre, des bénéfices, mais bénéfices au sens très large du terme, sont liés à la consommation d'énergie. Dit autrement, plus ce pays consomme d'électricité, plus les dividendes sont importants, plus la taxe locale d'électricité est importante, plus le CE a de l'argent. Donc on sent bien que derrière probablement l'un des plus beaux outils industriels qu'on ait jamais inventé dans ce pays, l'un des enjeux majeurs de la transition énergétique va être de faire évoluer ce système tout en maintenant ses avantages, mais en laissant plus de marge de manœuvre. Plus de marge de manœuvre en matière de matrice de l'énergie, plus de manœuvre en matière de développement des énergies renouvelables, plus de manœuvre de manière un peu plus générale. Il y a un autre élément que je voudrais mentionner, je ne peux pas tous vous les mentionner, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est les systèmes de lutte contre la précarité énergétique. Vous savez que dans le monde de l'électricité, il y a deux grands systèmes qui permettent de lutter contre la précarité énergétique. Le premier, c'est le tarif de première nécessité, dont peut bénéficier normalement tout bénéficiaire, on va dire, des minimums sociaux. Je simplifie. Et le deuxième, c'est le Fonds Solidarité Logement, dans lequel il y a une petite enveloppe, grosse même, sur les questions d'énergie. Dit autrement, demain, je ne vous le conseille pas, vous arrêtez de payer votre facture d'électricité, vous avez une première, je parle sous votre contrôle, vous avez une première relance, une deuxième, je crois qu'à la troisième, on vous donne un formulaire vous disant, vous pourrez peut-être bénéficier du tarif de première nécessité dans un cas, mais surtout du Fonds Solidarité Énergie. Merci de donner votre adresse là. Et là, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on leur dit, et merci de donner votre revenu. On ne vous demande pas votre consommation. On ne cherche pas à savoir à ce stade si vous consommez trop, par exemple. Or, on sait qu'un certain nombre de logements précaires, ou des gens qui sont en situation de précarité, sont dans des logements qui sont pas insalubres, mais de mauvaise qualité thermique. Et pour finir la démonstration, si vous démontrez que vous ne gagnez pas assez d'argent pour payer votre facture, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas vous aider à faire des travaux de rénovation thermique, on va payer votre facture à votre place. Ça veut dire que 3 mois plus tard, vous avez la même personne, avec les mêmes revenus, avec le même logement, qui ne paye toujours pas sa facture, et à un moment donné, ça coupe. Alors au passage, ce qui est gênant, je le dis, c'est pas du tout une attaque vis-à-vis de l'opérateur électrique, il a joué son rôle dans le fait de pouvoir maintenir des gens dans des systèmes d'alimentation électrique. Mais c'est qu'aujourd'hui, ces prélèvements qui sont faits pour assurer le tarif de première nécessité ou qui sont faits pour faire le Fonds Solidarité Énergie sont en fait un prélèvement qui est fait directement ou indirectement sur nos factures pour payer les factures de ceux qui ne peuvent pas les payer sans changer leur situation. Et autrement, c'est de l'argent qui tourne en rond, quoi, voire même qui est un peu jeté par la fenêtre d'une certaine manière. Donc parmi les points essentiels du débat sur la transition énergétique, il y a la question de savoir si on peut inventer un nouveau modèle qui incite à consommer moins de manière générale, mais surtout qui aide de manière active la lutte contre la précarité énergétique, non pas seulement en payant les factures des gens qui n'arrivent plus à payer, mais en les accompagnant. Au passage, l'autre jour, on m'a dit, mais vous voulez qu'ils baissent de 3 degrés leur chauffage? Absolument pas. La question n'est pas de leur dire, vous allez baisser votre chauffage. La question est de les accompagner dans des travaux de rénovation thermique. Accompagner au sens très large du terme, c'est-à-dire de le faire à leur place. Hein. Pas de les inciter, on n'est pas un système d'incitation avec des gens en précarité. Donc voilà des dispositifs qui, aujourd'hui, montrent leurs limites, qui ont donné satisfaction. Alors c'est tout le débat sur la loi Brottes, vous avez dû entendre parler de la loi sur la tarification progressive. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai eu des débats assez houleux avec François Brottes, parce que son système consiste à dire je fais des bonus et des malus. Mais à un moment donné, les gens qui sont moins riches, on va même s'ils consomment plus, on va leur donner des bonus parce qu'ils ne sont pas en capacité de payer. Alors le système s'équilibre tant que, j'allais dire, le nombre de personnes qui doivent bénéficier des bonus sociaux est faible. Mais le problème, c'est que le nombre de personnes en précarité énergétique, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, hein, il était de 4 millions il y a encore une dizaine d'années, il est de 8 millions aujourd'hui, le nombre de personnes. 8 millions de personnes aujourd'hui dans ce pays n'arrivent plus ou sont en difficulté de payer leur facture d'énergie. Et donc, si on garde un système qui est un système curatif, qui consiste à payer à la place de la personne qui n'arrive pas à payer, à un moment donné, le système s'emballe ou ne se régule plus. Il y a plus de gens qui ne peuvent pas payer que de gens qui peuvent compenser le non-paiement. Donc voilà pourquoi, autour d'une machine, je le dis parce que, bon, je regarde la personne d'EDF dans la salle avec fébrilité, il y a une chance sur 2 pour qu'à la fin ils me disent quand même je ne suis pas trop d'accord avec vous, mais c'est normal, c'est le débat.
À partir d'une machine qui a montré sa pertinence, qui a rempli totalement ses objectifs sur les 50 dernières années, la question est de savoir comment on fait bouger cette machine de manière à ce qu'elle remplisse une nouvelle équation, de nouveaux objectifs avec une nouvelle équation. On était sur une énergie abondante, pas chère, avec un pays qui n'avait pas l'énergie. On a maintenant un pays qui, quelque part, a l'énergie partout. Vous savez qu'au fin fond de la campagne, vous avez le droit à l'électricité. Il faut quand même se le dire, qui a créé une vraie dépendance à l'énergie, et en particulier à l'électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous seriez quasiment incapable de vivre s'il y avait une panne électrique majeure dans ce pays. Hein, ça serait quand même assez catastrophique. Donc on a créé une vraie dépendance. Et en même temps, il faut passer d'une logique, j'allais dire, d'un opérateur unique État-providence. Hein, je veux dire, ce qu'on a dit en 50, c'est « Chers Français, vous allez avoir l'électricité, ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout ». Et ça a marché. Et vous avez tous l'électricité à un tarif qui est effectivement relativement concurrentiel par rapport à ce que peuvent avoir les autres pays. Le problème, c'est que l'équation aujourd'hui, c'est « Chers Français, tout le monde veut de l'électricité, tout le monde veut de l'énergie, l'énergie va coûter de plus en plus cher pour plein de raisons, on pourra y revenir, à la fois, j'allais dire, de marché, d'objectifs environnementaux, etc., et d'objectifs sociaux. Et donc, l'énergie coûte plus cher, l'énergie est plus rare, et l'énergie a un impact environnemental, ce qui n'était pas là en 1946. Et l'énergie a un impact environnemental. Alors, impact environnemental, je voudrais qu'on évite et d'aller dans le tout carbone et dans le sans carbone. Donc, vous ne verrez pas dans mes mots un apôtre de M. Allègre. Le changement climatique, c'est une réalité qui est aujourd'hui à peu près démontrée par la communauté internationale. Ce n'est pas mon ami Jean Jouzel qui dirait le contraire. À l'inverse, il y a un risque aujourd'hui, quand on parle d'impact environnementaux sur les questions d'énergie, de ne voir que le carbone. Alors le carbone, c'est un sujet parmi d'autres dans le domaine environnemental. Donc je vous invite à... Enfin, dans nos métiers, on dit souvent que toute approche monocritère est vouée à l'échec. Vous avez tendance à dire je vais prendre un critère, je vais baser toute ma politique là-dessus. Voilà. Et donc ne pas baser tout sur le carbone et ne pas nier le changement climatique. Bon, ce qui est impressionnant, c'est ça. Hein, ça n'est que l'illustration de ce que je vous disais. C'est voilà ce qui est devenu la consommation d'électricité de notre pays. Ça, c'est la différence de tendance de consommation d'électricité par habitant entre la France et l'Allemagne. Oui, il se passe quelque chose quand même. Et au passage, moi, ce qui m'a toujours interrogé, c'est qu'il se passe quelque chose plutôt au début dans les années 90. C'est-à-dire, c'est pas à partir de 46, on crée EDF et tout d'un coup, la France se met à consommer de l'électricité en grande quantité. C'est les 20 dernières années qu'effectivement, il se passe quelque chose dans le pays qui fait que les Français se mettent à consommer de manière, j'allais dire, probablement déraisonnable de l'électricité. Alors, vous me direz, oui, mais ça a empêché de consommer d'autres choses. C'est vrai. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'une partie aurait été consommée avec du charbon, du gaz, comme le font les Allemands. Hein, au passage, les Allemands n'ont pas forcément trouvé la solution non plus. Hein. Si vous avez écouté 2-3 émissions sur Arte récemment sur leurs turbines charbon, ça se discute. Hein. Alors, sujet, j'ai l'habitude, tarte à la crème, que j'aborde assez vite, mais si vous voulez, on en reparlera, la fameuse CSPE et le coût des énergies renouvelables. Donc d'abord, il faut savoir que dans les prospections, enfin plutôt dans les perspectives d'évolution des prix, il y a effectivement, ça ce sont un certain nombre de simulations de la CRE, dont la Commission de régulation de l'énergie, montre qu'on va avoir une augmentation probablement d'autour de au moins 30% entre 2012 et 2017. Augmentation du prix de l'électricité. D'accord, 30%. Dans ces 30%, les plus, j'allais dire, les plus téméraires disent oui, mais c'est les énergies renouvelables. En fait, non, c'est un peu plus équilibré que ça. Il y a d'une part une augmentation qui est liée au coût de l'énergie, donc la capacité à produire de l'électricité, plus 10, mais également produire, mais aussi c'est le marché, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur un marché libre, l'électricité, elle bouge non pas uniquement sur un coût de production, mais sur un prix de marché. La deuxième partie, c'est le réseau de distribution et de transport, donc le TURP, la partie, j'allais dire, réseau. Et la troisième partie, c'est effectivement la CSPE. Donc déjà, ça n'est qu'un tiers de l'augmentation que l'on rapproche de la CSPE. La CSPE, si vous regardez ce soir, c'est une petite ligne que vous avez dans votre facture d'électricité, c'est un prélèvement. Certains l'appellent taxe. Moi, j'aime pas ce mot taxe et j'aime beaucoup la CSPE, parce que la différence entre une taxe et la CSPE, c'est que la taxe va dans le budget général du pays, donc on n'en voit pas la couleur, rarement. Alors que la CSPE, elle a cet intérêt, c'est qu'elle est affectée. Ça veut dire que l'argent qui est prélevé, collectivement, est affecté, j'allais dire, à l'énergie qui est concernée.
Petite surprise, cette CSPE, elle existe dans le domaine de l'électricité, elle n'existe pas dans le domaine du gaz, ou pas vraiment. Elle n'existe pas dans le domaine du fioul. Vous me direz, elle n'existe pas non plus dans le domaine du bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à chaque fois que vous achetez une bûche, un petit prélèvement qui permet d'acheter la bûche à des gens qui sont plus pauvres. Ça n'existe pas. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'effectivement, on l'a créé sur l'électricité, on ne l'a pas créé sur le gaz. Ça fait partie des enjeux, des discussions d'hier soir encore au ministère, de savoir si on osait imaginer une CSPG sur le gaz qui aurait à peu près le même effet. Alors, pourquoi elle est si intéressante? Je vous donne une illustration, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette CSPE qui aujourd'hui paye seule les tarifs d'achat d'électricité issus de biogaz. C'est-à-dire que vous produisez du biogaz, vous faites de la cogénération, vous faites de l'électricité et de la chaleur. C'est le marché électrique qui est prélevé pour financer cette production-là. C'est quelque chose d'un petit peu, discutable. Nous pensons à Amorce que ça serait assez logique qu'il y ait aussi un prélèvement sur le gaz, sur la consommation de gaz, pour financer le développement, par exemple, du biogaz, voire de la cogénération de gaz. Alors, dans la CSPE, effectivement, la CSPE paye 3 grands blocs, on va dire. D'une part, les soutiens à la cogénération gaz et aux énergies renouvelables, les fameux tarifs d'achat, l'obligation d'achat qui fait que vous pouvez acheter un panneau photovoltaïque et puis bénéficier d'un achat, on ne dit pas d'un rachat, d'un achat par EDF principalement. Les surcoûts liés à la production et à la péréquation des zones non interconnectées, c'est les îles. En gros, vous savez qu'en France, la péréquation fait que vous payez le même prix de l'électricité ici et à la Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion. Forcément, ça coûte beaucoup plus cher. C'est ce prélèvement qui assure la compensation. C'est un bout de la péréquation tarifaire qui est là, sous la forme d'un prélèvement sur l'ensemble de nos factures. Et le troisième, c'est les fameuses dispositions sociales et le tarif de première nécessité dont je vous ai parlé là-dedans. Donc dans le 1 tiers, en fait, c'est que l'un des 3 blocs qui est en fait du financement des énergies renouvelables. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'aujourd'hui, s'il fallait en pointer un du doigt, c'est effectivement le photovoltaïque et à un degré moindre la cogénération qui sont, j'allais dire, les 2 gros postes du tiers, pour faire simple, de ce qui représente l'augmentation du prix du kilowattheure. Donc effectivement, il y a débat sur le photovoltaïque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des tarifs d'achat très très différents d'une énergie renouvelable à l'autre. Tarif qui a été calculé principalement sur des taux de rentabilité interne. Donc ça, c'était pour tordre un peu le cou sur le thème, le coût augmente parce que uniquement les énergies renouvelables. Cela dit, je pondère en disant que c'est vrai que dans le domaine en Allemagne, une grande partie de l'augmentation a été liée aux bénéfices de tarifs d'achat très intéressants sur les énergies renouvelables. Mais voilà, la situation n'est pas si caricaturale que ça. Bon, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Je pense que je vais... Vous ne m'avez toujours pas dit moitié du temps, donc j'ai moitié du temps. D'accord, ok. Je voudrais vous parler, après vous avez parlé beaucoup d'électricité, je vais vous parler un peu de chaleur, parce que les réseaux de chaleur, c'est un domaine qui est méconnu. Généralement, quand vous demandez à quelqu'un dans la rue à quoi vous vous chauffez, soit il vous dit un truc précis, genre électricité, soit il ne sait pas, c'est un réseau de chaleur. Voilà, c'est comme ça qu'on le sait. Quand il ne sait pas, c'est un réseau de chaleur. Alors les réseaux de chaleur, d'abord, il y en a énormément dans ce pays, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les voilà. Et encore, ça, c'est que les plus gros. Ils sont alimentés... Alors ce qui est intéressant, c'est leur histoire, eux. Les réseaux de chaleur, les premiers réseaux de chaleur se font entre les 2 guerres mondiales. Là encore, dans une logique, mais alors très territoriale, d'aménagement du territoire et d'utilisation des ressources. Donc on les retrouve dans les bassins miniers, principalement, charbon. Ensuite, ils se redéveloppent à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, et là, on voit plutôt arriver des réseaux fuel, principalement. Au moment des chocs pétroliers, il y a 2 types de réseaux de chaleur qui sortent de terre, des réseaux alimentés par géothermie. Alors, dans la géothermie, désolé un peu, la difficulté, c'est que je ne sais pas quel est mon auditoire, donc des fois, je suis peut-être un peu trop simple, des fois, je suis peut-être un peu trop technique, vous m'enverrez des tomates après. Mais la géothermie, c'est aussi quelque chose d'assez confusant quand on en discute. En fait, il y a 3 grands types de géothermie dans ce pays. Il y a même 3 grands types de géothermie. Ce qu'on appelle la géothermie profonde, dit de roches fracturées, très rare, qui existe dans l'est de la France, à savoir qu'on va utiliser des roches très chaudes qui se situent à 3000-4000 mètres sous la terre, on va injecter un liquide, généralement froid, et ça va servir d'échangeur, et on va remonter un liquide chaud, et donc ce liquide chaud, on va pouvoir se chauffer avec, voire même faire de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle la géothermie
grande profondeur et haute température. Ensuite, il y a une géothermie qui n'existe que dans 2 régions pour le moment, mais on a découvert de nombreux gisements depuis quelques années. C'est la géothermie profonde, on va dire, qu'on va appeler profonde, ou moyenne température, qui consiste à aller chercher des nappes d'eau très chaudes, en particulier sous le bassin de l'Île-de-France. C'est une nappe d'eau qui est à 1000 mètres qui s'appelle le Doguer, et qui se pompe comme du pétrole. C'est-à-dire c'est vraiment les systèmes de forage, vous avez des grandes villes, enfin, si vous connaissez, La Courneuve, l'Aille-les-Roses, Chevilly, Montreuil, Bagnolet, sont chauffés en grande partie grâce à cette nappe d'eau chaude qui se trouve à 1000 mètres sous le sol. Le problème, c'est que ces nappes, on n'en a pas trouvé tant que ça, donc il y en a tout le bassin parisien, et pas couvert, mais il y a dessous cette nappe. Il y en a une en Aquitaine, pas très loin de Bordeaux, assez importante, il y a 2 réseaux de chaleur. Et puis, depuis 3-4 ans, on découvre qu'il y a des nappes plus petites. Et donc, il y a un projet à l'ADEME, j'ai oublié de vous dire également que j'étais administrateur de l'ADEME, il y a des projets à l'ADEME de développement de cette énergie, donc de nappes d'eau chaude, qui étaient un peu restées bloquées. Je n'en dirai pas plus, si vous voulez, on parlera de géothermie ensuite. 3e géothermie, qui de notre point de vue n'est pas une vraie géothermie, il faut quand même le dire, c'est la géothermie basse température. La géothermie basse température, ça consiste, et là je dis géo, je n'ai pas dit aérothermie, j'ai dit géothermie, c'est celle qui consiste à récupérer la chaleur qui est dans le sol, mais très près de la surface. En fait, à 1 mètre en dessous de la surface du sol, vous avez un air à 12 degrés. Alors vous me direz, 12 degrés, c'est froid. En fait, 12 degrés, quand vous connaissez le principe du cycle de Carnot, c'est déjà assez chaud. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des grandes lois de la thermodynamique s'appelle le cycle de Carnot, qui consiste à dire quand vous compressez un gaz, il chauffe. D'accord ? Donc si vous compressez un gaz qui est à 12 degrés, vous arrivez à l'amener à 20, 22, 23, 25, 30 degrés. Le problème, c'est qu'il faut le compresser. Et donc, il vous faut une énergie pour la compresser. Et l'énergie qui est utilisée, c'est l'électricité. Donc, effectivement, nous, on ne parle pas de géothermie, quand on parle de quelque chose qu'on récupère à 12 degrés et qui nécessite une électricité qui, elle, pour le coup, n'est pas renouvelable. Elle est massivement, en France, elle est issue du nucléaire, pour arriver à 25 degrés. Voilà. Alors, en plus de ça, pour faire un petit calcul rapide, en réalité, il vous faut 3 kWh d'uranium ou de gaz pour faire 1 kWh d'électricité. Et il vous faut 1 kWh d'électricité pour faire 3 kWh de chaleur. Pas de chance, hein. C'est-à-dire que finalement, quand vous avez ce qu'on appelle un COP de 3, c'est-à-dire que votre pompe à chaleur produit 3 quand vous lui mettez 1 d'électricité, en fait, elle a consommé 3 à l'amont. Donc, tout ça est un peu équilibré. C'est pour ça que nous, on considère qu'à partir de 4, d'un facteur 4, ces pompes sont considérées comme un petit peu renouvelables. Mais avouez il faut lever cette ambiguïté. Donc, tous ceux qui, pendant 3-4 ans, nous ont parlé d'énergie renouvelable en nous montrant des belles étendues à la télé et en disant c'est de la géothermie, bon, l'affaire s'est un peu calmée, mais c'est quand même un sujet qui a été très très bien marketé par un certain nombre de structures. Je reviens sur mes réseaux de chaleur. Ce qui se développe donc depuis une vingtaine d'années, c'est les réseaux de chaleur au bois. Alors ça, c'est surprenant. Et je tiens à vous dire que c'est absolument pas à la base une démarche écologique. C'est-à-dire que le bois s'est surtout développé, il y a aujourd'hui 500 réseaux de chaleur, 470 réseaux de chaleur au bois en France, dont 400 sont en milieu rural. En fait, c'est là où le gaz n'est pas. C'est-à-dire qu'en milieu très rural, le gaz, vous savez, n'est pas partout, pour des raisons de bénéfice sur investissement, enfin en gros de rentabilité. La plupart des élus se sont dit, j'ai quoi comme solution ? Le fioul, hors de prix, l'électricité, pas donnée pour faire du chauffage, je me lance dans les réseaux de chaleur au bois. Et donc, on a aujourd'hui, à Amorce, on a entre 5 et 10 demandes de réseaux de chaleur au bois par semaine d'un élu local. Voilà, c'est la ruée vers l'or brun actuellement, avec 2 questions que je vais essayer de traiter très rapidement parce que je risque de ne pas avoir le temps. La première question, c'est est-ce qu'il va y avoir assez de bois ? La réponse aujourd'hui, c'est qu'on est très très loin dans les consommations de bois de l'accroissement naturel de la forêt française. La difficulté, c'est qu'en fait, on joue sur 3 grands gisements. Les déchets de bois, dits de première ou de deuxième transformation, pardon. Dit autrement, vous prenez un arbre, vous le coupez, vous faites des planches, vous prenez des planches, vous le coupez, vous faites un meuble. Première et deuxième transformation. C'est ces morceaux-là qui aujourd'hui ont servi à faire les premiers réseaux de chaleur au bois, parce qu'on arrivait à avoir un combustible très peu cher, facile à récupérer dans les scieries en particulier. Et bizarrement, ce qui coûte cher, c'est d'aller chercher le bois en forêt. Ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on a encore un décalage très très fort entre le prix d'une plaquette forestière et le prix d'une plaquette de DIB. Malheureusement, effectivement, les déchets de bois, il n'y en a quasiment plus, on les a bien utilisés, il faut aller chercher le bois en forêt. Et donc l'enjeu est plus une question de gestion d'espaces forestiers que, j'allais dire, de question de prix à proprement parler.
D'où l'une des propositions d'Amorce qui est d'inventer un fonds de financement de la gestion forestière, donc qui est à l'étude actuellement au Sénat en particulier. L'idée étant toute simple, hein, il faut construire des routes pour aller en forêt, il faut acheter des broyeurs, il faut créer des plateformes. Tout un monde qui est en train de se structurer un peu partout, mais à une vitesse qui n'est pas suffisante par rapport aux besoins aujourd'hui. La deuxième question, c'est la question du carbone généralement qui arrive. Et donc effectivement, les conventions de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre considèrent la biomasse comme neutre, puisque faisant partie du cycle court du carbone. Vous savez que les gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Vous avez du carbone sous 3 formes. Dans le sol, donc fossile, sur le sol, de la biomasse, dans l'air. Voilà. Et quand vous prenez dans le sol pour mettre dans l'air, c'est le cycle long, donc ça joue sur les gaz à effet de serre. Quand, ça peut être discutable si on regarde de près, mais quand vous, par contre, vous brûlez du carbone qui est sur le sol, c'est-à-dire de la biomasse, ce carbone est consommé par le reste de la biomasse et on considère que c'est le cycle court du carbone, et donc il ne rentre pas dans les bilans de gaz à effet de serre. Bon, l'autre jour, j'ai un vieux monsieur qui m'a dit « mais si on brûle tout, forcément, il n'y aura pas assez de biomasse pour capter ce qui est brûlé ». C'est vrai, c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler la forêt amazonienne. Mais sur les grands principes, je vous ai fait un micro et très mauvais cours sur les gaz à effet de serre, mais c'est ça, voilà l'enjeu. Et donc, la biomasse n'est pas comptabilisée comme gaz à effet de serre. Cela dit, et pour être tout à fait honnête, la biomasse pose d'autres questions aujourd'hui, qui sont en train d'être traitées, demain d'ailleurs dans une négociation importante, qui nous oblige à mettre des filtres, en particulier pour les particules, qui ne sont pas du tout les particules du diesel d'ailleurs, hein, rien à voir. Mais voilà, aujourd'hui, avoir une chaufferie biomasse en milieu urbain, ça veut dire avoir un traitement de fumée digne de ce nom pour en particulier gérer la question des particules. Il n'y a pas de solution miracle, hein. À vous de choisir votre école, le carbone, les particules, etc. Du point de vue environnemental, il y a toujours quelque chose à regarder de près sur les questions de l'impact environnemental. Voilà à quoi ressemblent les réseaux de chaleur. Aujourd'hui, donc, à peu près 6% de la population française est alimentée par un réseau de chaleur. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'important? Au passage, le pays qui fait le plus de réseaux de chaleur, c'est l'Islande. Vous imaginez bien pourquoi. Donc 95% de la population chauffée. D'ailleurs, pour y être allé il n'y a pas longtemps, les agriculteurs me disaient là-bas, quand on voulait construire un village, on forait, et au bout d'un moment, il y avait de l'eau chaude qui sortait, et puis on construisait le village. Voilà, c'était comme ça qu'on faisait les villages en Islande au début du siècle. Voilà le mix énergétique des réseaux de chaleur, je l'ai déjà un peu dit précédemment. Et là, la nouvelle, c'est que il faut reconnaître que les réseaux de chaleur avaient mauvaise presse dans les années 70 et 80. Ça fait un outil un peu, on va dire, collectiviste. Vous voyez, on a beaucoup en pays de l'Est, pas toujours très moderne, etc. Et vraiment, les réseaux de chaleur sont en train de vivre une mue qui fait qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sophistiqués. Au passage, les réseaux de chaleur, maintenant, vous avez ça va peut-être vous faire sourire, mais vous avez une mesure des consommations, vous avez des services commerciaux, enfin dans les réseaux de chaleur modernes, vous avez un téléphone vert, vous avez des factures qui ressemblent à une facture. Enfin, on est en train de réinventer ce que sont les réseaux de chaleur. Il n'y a qu'un problème dans les réseaux de chaleur, c'est que c'est un mode de chauffage collectif. Et là, on touche peut-être l'un des sujets sur le plan sociétal les plus compliqués à gérer, c'est quel est l'avenir du chauffage collectif dans ce pays? C'est-à-dire que finalement, on a tous plus ou moins envie à un moment ou à un autre de gérer notre propre consommation, d'avoir notre propre voiture, notre propre maison individuelle, notre propre chauffage. Et malheureusement, un certain nombre d'énergies renouvelables ne sont utilisables que sous des formes collectives, en particulier le bois, surtout en milieu urbain, on va dire. Et probablement l'un des enjeux est de savoir comment, si le chauffage collectif a encore de l'avenir dans le pays, et il faudra faire preuve de créativité pour donner envie d'aller vers du chauffage collectif. Voilà, je ne rentre pas trop plus dans les détails, mais peut-être que je pourrais en parler un peu plus si vous me posez quelques questions. Toujours est-il que les réseaux de chaleur sont devenus une priorité du gouvernement, j'allais dire des gouvernements, quelle qu'en soit la couleur, puisque les 3 dernières lois ont clairement dit que les réseaux de chaleur sont à développer à partir du moment où ils sont alimentés par des énergies renouvelables. Au passage, ça c'est le petit moment de fierté, Amorce a obtenu il y a maintenant 5 ans, ce qui est à ma connaissance la seule TVA écologique dans ce pays, puisque lorsque vous êtes alimenté par un réseau de chaleur alimenté par une énergie fossile, la fourniture est à 19,6. Si votre réseau de chaleur est alimenté majoritairement par une énergie renouvelable, votre TVA est à 5,5 ou 5 demain. Donc c'est la seule TVA clairement écologique en France. On n'a pas ça encore sur les produits recyclés, ce que nous espérons à Amorce dans le domaine des déchets. Comme ça, on aura une TVA favorable pour acheter des produits recyclés. Bon, l'enjeu probablement, il est un peu le même que dans le domaine de la distribution d'électricité, c'est que les collectivités reprennent complètement la main. C'est-à-dire à savoir décident ou pas de faire une régie ou de concéder, et mettent en concurrence
je dois vous avouer, pour vous parler vrai, que pendant longtemps, les réseaux de chaleur, comme beaucoup de concessions, j'allais dire, ont été gérés de loin par les collectivités. Mais ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la plupart des collectivités ont soit mis en place une régie, soit ont mis en place un vrai service de contrôle de ces concessions. Et s'il y a des habitants dans la salle, j'invite à pousser au développement des CCSPL, par exemple, des comités de services publics locaux, dans lesquels vous devez avoir effectivement des retours sur où en est votre concession, combien ça coûte, pourquoi ça coûte. Donc on est vraiment en train de changer d'époque au niveau des concessions de réseaux de chaleur actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques réseaux de chaleur qui sont encore en difficulté. Alors ça, c'est intéressant à deux titres. D'abord parce que ça me fait ma transition avec ce que je venais de dire à l'avant. Ça, c'est le prix des réseaux de chaleur en France. Et oui, les réseaux de chaleur ne sont pas péréqués, puisque c'est un service public local. Donc le patron, c'est la collectivité locale, souvent la commune. Bah forcément, le prix du réseau de chaleur à Mulhouse n'est pas le prix du réseau de chaleur à Lyon, n'est pas le prix du réseau de chaleur à Lille. Au passage, je ne dis pas que je suis contre la péréquation tarifaire électrique, mais le modèle, il existe aussi, il fonctionne sans péréquation. C'est-à-dire que finalement, considérer qu'on n'est pas obligé d'avoir tous le même coût de la chaleur, ça peut se défendre. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin, et là je sens que je vais passer la ligne rouge pour ceux qui sont extrêmement attachés à la péréquation tarifaire, c'est que la péréquation tarifaire, dans le domaine de l'électricité, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. La fin, c'est la solidarité territoriale, en particulier entre l'urbain et le rural, et c'est l'équité entre les consommateurs. Voilà ce qu'on cherche, voilà à quoi nous sommes tous attachés. Mais la solidarité territoriale et l'équité du consommateur peut très bien être définie à l'échelle locale, dans le cadre d'une agglomération, dans le cadre d'un syndicat intercommunal, dans le cadre d'un département ou d'une région. Le choix d'une péréquation nationale, c'est autre chose. Et de ce point de vue-là, vous pouvez même vous poser la question de savoir s'il est équitable que le Marseillais et le Lillois aient le même coût de l'électricité, sachant qu'il y en a un qui va en consommer 3 fois plus que l'autre, pour des raisons climatiques. Donc finalement, vous voyez, cette question de la péréquation, qui est une question très sensible, dans laquelle tout le monde s'accorde à dire qu'il y a quand même une notion d'équité et de solidarité qui est très importante et qu'il faut maintenir, mérite aussi qu'on en parle de manière, j'allais dire, relativement décomplexée. Pour au final, si ça se trouve, dire la péréquation, c'est la meilleure solution. Alors voilà la difficulté. Pour tout vous dire, moi, mon cauchemar, c'est ceux qui sont à 140 là-haut. Ça fait froid dans le dos. Donc effectivement, il y a des réseaux de chaleur aujourd'hui en France qui facturent la chaleur à peu près à 2,5 fois, 3 fois le prix de la moyenne de la chaleur. C'est pas vous. Ça peut vous rassurer. Vous êtes plutôt en bas, voilà, à Mulhouse. Vous êtes en tout cas en dessous de la moyenne, donc plutôt un bon tarif. Mais ça nous pose question. Ça, c'est un gros bar très difficile. C'est le deuxième très difficile de ma présentation, mais il est essentiel. Quand vous décidez de faire le trajet Mulhouse-Paris et que vous hésitez entre le faire en train ou le faire en voiture, ça ne vous viendrait pas à l'idée de comparer le prix de l'essence avec le ticket de train, parce que vous avez oublié la voiture. Le coût de la voiture, l'assurance, voire le péage, etc. Et bien, c'est étonnant, mais dans ce pays, quand on compare les énergies, très régulièrement, c'est fou, mais on compare le prix du gaz avec le prix du réseau de chaleur. Et donc, ce qui est difficile quand on veut comparer les énergies ou les solutions de chauffage les unes avec les autres, c'est de comparer des choses comparables. Et effectivement, vous imaginez bien que quand vous êtes au 5e étage d'un immeuble collectif, vous ne pouvez pas comparer ce que vous coûterez le prix d'une facture de gaz seul, donc le gaz lui tout seul, avec le prix du réseau de chaleur qui comprend dans son abonnement le coût de la chaufferie, le coût du tuyau. Donc pour comparer le tout, on fait un travail tous les ans à Amorce qui consiste à comparer la moyenne des réseaux de chaleur, vous avez vu avant, avec les autres modes de chauffage pour un logement type de 70 mètres carrés, la moyenne française semble-t-il, et avec une consommation qui est la moyenne du parc social français. Au passage, pour tordre le cou à une idée reçue, le parc social français a plutôt une bonne performance énergétique, 170 kWh par mètre carré, la moyenne étant plutôt à 240 de mémoire. Donc le parc social n'est pas si mauvais que ça. Et donc on compare entre l'outil de chauffe, l'entretien de l'outil de chauffe, la distribution, l'énergie, les différentes solutions. Et là, aux surprises, on se rend compte que finalement, ces réseaux de chaleur qui peuvent paraître chers, parce qu'effectivement, c'est du tout en un, il n'y a que ça à payer, sont finalement assez compétitifs par rapport à des solutions de gaz. Au passage, ça c'est une tendance nationale. Quand vous regardez de près, il faut regarder le prix de votre réseau de chaleur.
Et ça, c'est un calcul qu'on fait assez rarement. Il est assez difficile à faire d'une certaine manière, parce que quand vous achetez ou vous louez un appartement, votre chaudière, elle est soit un peu comprise dans le prix de l'appartement que vous avez acheté, chaudière gaz, ou elle est un peu dans la location si vous le louez. D'où la difficulté. Vous voyez au passage que sur le chauffage électrique, il est très peu cher en investissement et beaucoup plus cher en consommation. C'est assez classique. Un convecteur, ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, le prix du kilowattheure est plus cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'un chauffage électrique, dans une maison qui est utilisée assez peu, ça peut avoir du sens. Quand la consommation et quand la maison est utilisée beaucoup plus, un chauffage électrique de base, hein, un convecteur électrique de base. Bon. Vous voyez aussi que les pompes à chaleur, en particulier les pompes à chaleur collectives, sur le plan économique, peuvent être effectivement assez compétitives. Au passage, hein, ces deux schémas, je vous les fais vite. D'habitude, j'y passe 4 heures sur ces deux trucs-là. Donc, désolé si je suis un peu simpliste. Ça, c'est aussi un schéma qui est très intéressant parce que ça montre que si l'objectif, c'est de consommer moins d'énergie non renouvelable, puisque finalement, ça peut être ça un objectif, de dire, c'est pas de faire moins de carbone, c'est de consommer moins d'énergie renouvelable, ou, comme dans le cas ici, de faire moins de CO2, on se rend compte qu'il peut être plus intéressant, je vous le fais simple, mais si vous voulez, on reprendra rendez-vous ou vous regarderez de près l'étude qu'on a faite, il peut être plus intéressant d'être dans un logement un petit peu moins isolé avec une énergie renouvelable qu'un logement plus isolé avec une énergie non renouvelable. Jusqu'ici, c'est presque une lapalissade ce que j'ai dit, mais c'est quand même une réalité. Alors là, je vais rentrer un peu dans la technique, je m'aventure un peu, vous m'arrêterez. Ce qui est assez nouveau, dans les réseaux de chaleur, on dit souvent mais quel est l'avenir d'un réseau de chaleur quand vous consommez, sachant qu'on va consommer de moins en moins d'énergie parce qu'on va faire de la rénovation thermique. En réalité, la réglementation française est assez bien faite et elle dit ceci, elle dit si le réseau de chaleur est alimenté par une énergie renouvelable, vous avez une tolérance de consommation qui fait qu'au lieu de consommer 50 kWh par mètre carré, vous devez plutôt qu'en consommer 60. Vous avez le droit d'en consommer 60. C'est un peu simple ce que je dis là, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les aménageurs, en particulier, les bailleurs, trouvent aujourd'hui plus d'intérêt à faire davantage d'efforts en se raccordant à une chaufferie au bois et à faire un petit peu moins d'efforts sur la rénovation, qui généralement est un peu compliqué à faire, plutôt que l'inverse. Et donc finalement, aujourd'hui, les réseaux de chaleur trouvent leur place, trouvent leur place dans les nouveaux bâtiments que l'on construit depuis la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012. J'accélère parce que je pense que j'ai déjà un peu débordé. Oui. Alors, je vais vous parler de ça parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait. Alors vous me direz, c'est un peu de la stratégie nationale, mais vous savez, quand vous voulez faire des énergies renouvelables ou de la maîtrise de l'énergie, vous avez plein d'outils aujourd'hui à disposition. Vous avez les crédits d'impôt, vous avez les éco-PTZ, donc les prêts à taux zéro, vous avez les TVA réduites sur la rénovation de vos logements, vous avez les tarifs d'achat, vous avez des certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais c'est un dispositif un peu plus récent, qui est en gros un marché de l'économie d'énergie. Vous avez de l'aide locale des collectivités locales, etc., etc., etc. Et personne n'avait jamais essayé de faire un calcul simple, un calcul que nous on appelle de bon père de famille, qui est de dire, quand la collectivité France met 1 euro d'effort dans la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables sous ces différentes formes, combien elle gagne de kilowattheures non renouvelables ou de CO2. Juste une espèce de calcul de comparaison de tous les outils qu'on a à disposition en matière de maîtrise de l'énergie et d'énergie renouvelable au regard de la dépense publique. Vous voyez, je mets 1 euro, combien ça rapporte? Et là, désolé, mais vous allez voir, vous allez vous dire, mais alors de quel bord il est? C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est qu'on se rend compte que les solutions techniques aujourd'hui qui sont le plus subventionnées, et j'allais dire, désolé, je marque un peu le trait, je mériterais d'être peut-être plus nuancé, mais qui rapportent le moins en termes d'économie d'énergie ou de gaz à effet de serre, se retrouvent, les perdants sont la voiture électrique et le panneau photovoltaïque. Ça va, un partout, balle au centre. À l'autre côté, à l'autre extrémité, qu'est-ce qui est très peu aidé et qui rapporte énormément? L'isolation des maisons. L'isolation des maisons. Et au milieu, vous avez plusieurs familles, en particulier les réseaux de chaleur se trouvent au milieu. L'éolien est plutôt bien placé, je ne sais pas si vous voyez. L'éolien, en termes de rentabilité à l'euro de la collectivité investie sous la forme de tarif d'achat, puisqu'en fait, vous l'avez compris, un tarif d'achat, c'est vous et moi qui, par un prélèvement sur notre facture, va financer un coût qui est supérieur au coût de marché si le producteur éolien vendait sur un marché classique. Donc l'éolien est plutôt rentable. Là, on ne parle que de rentabilité, je ne parle pas d'écologie, etc.
L'hydraulique est plutôt rentable. La cogénération, c'est un peu moins clair. Et effectivement, en bas, vous avez la voiture électrique et le photovoltaïque, et tout en haut, la rénov. Finalement, peut-être la seule chose que je voudrais que vous gardiez en tête, pour le plus important, c'est qu'on n'a pas mis les sous là où il le fallait, en particulier sur la baisse des consommations. C'est pour ça que si vous avez entendu un certain nombre d'autres de mes collègues avant moi, le sujet de cette transition énergétique sur le plan technique, c'est comment consommer moins. Et le problème du consommer moins, c'est qu'on a fait un travail à l'ADEME il y a 6 mois qui montre que si on veut rénover thermiquement tout le parc français, ça coûte à l'État français sur 40 ans 1 300 milliards d'euros. 1 300 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je vous dis demain à l'un d'entre vous, que vous soyez, alors on va prendre des propriétaires, si ça ne vous dérange pas. Si je vous dis, voilà, la rénovation de votre logement coûte, moyenne française, 30 000 euros. Voilà. Une bonne rénovation, c'est-à-dire changement des huisseries. On va le tenter sur ce bâtiment-là, d'accord ? On va le rendre plus joli. Non, plus sérieusement, on leur change les huisseries. Encore que là, c'est du double vitrage, hein, bravo. On lui fait l'isolation extérieure et on lui fait l'isolation des combles. Hein. Voilà les 3 grandes mesures qu'on fait. C'est 30 000 euros par logement en France. Voilà le prix aujourd'hui à peu près qui sort. Je prends l'un d'entre vous, vous êtes propriétaire, je vous dis, bon, je vous donne 5 000 euros. Est-ce que vous faites la rénovation ? À mon avis, pas beaucoup vont dire oui. Je vous donne 10 000. Je vous donne 15 000. À partir de 20 000, ça commence à hésiter. Et en fait, on se rend compte que si on est uniquement dans une logique d'incitation financière, ça va coûter les yeux de la tête à ce pays. C'est-à-dire s'il faut que la France donne des crédits d'impôt à hauteur de 20 000 euros à toute personne qui doit rénover pour qu'elle rénove, ça va nous coûter les yeux de la tête. D'où le débat actuel dont vous avez peut-être entendu parler, qui est de dire, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas oser l'obligation ? C'est-à-dire que je le dis, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais si vous voulez vendre votre voiture, vous devez refaire les freins, vous n'avez pas le droit de vendre une voiture qui n'a pas de frein. Si vous voulez revendre un appartement, ça ne serait pas complètement absurde qu'il ne soit pas F ou G. Je n'ai pas dit qu'il soit B ou C, hein, mais qu'il ne soit pas F ou G. F ou G, au passage, c'est 10 fois la consommation de la réglementation d'aujourd'hui. Donc l'un des enjeux, c'est là où il va être question de courage politique, c'est est-ce qu'on va oser dire qu'il y a des choses qui ne se font plus dans ce pays si on veut consommer moins ? Si on ne le dit pas, soit on fait une incitation très forte et ça va coûter très cher, soit il ne va rien se passer, ou très peu. En tout cas, c'est notre point de vue. Et je crois qu'on est un certain nombre à le partager. Mais voilà un schéma que j'invite à la réflexion. Il sera amélioré d'ailleurs l'année prochaine, puisque le ministère de l'économie, donc on l'a présenté à Bercy il y a quelques semaines, et ils veulent refaire l'étude. Au passage, les bonnes idées, c'est fait pour être piqué, et si la prochaine fois c'est Bercy qui l'a fait, ça sera parfait. Un autre sujet important qu'on n'a pas abordé, c'est la fiscalité. En fait, aujourd'hui, il y a des prélèvements fiscaux sur la plupart de nos énergies. En particulier, il y en a une que vous connaissez bien à chaque fois que vous passez à la pompe, c'est la TIPP, c'est la taxe sur le pétrole, qui est très importante dans notre pays, et qui rapporte à l'État environ 25 milliards d'euros. Les 2 milliards restants, c'est d'autres taxes dites TICPE. Donc l'État rafle, d'une certaine manière, 25 milliards d'euros en faisant de la fiscalité sur nos carburants. J'ai mis la CSPE dans ce graphique pour montrer que la CSPE, vous voyez, ce n'est pas du tout le même enjeu, mais le passage, elle a un peu augmenté, il est un peu has-been. On va dire qu'on est à peu près à 5 milliards de CSPE. Il y a une taxe locale sur l'électricité qui doit se situer à peu près à 3 milliards, un peu moins de mémoire, non, un peu moins je crois. Et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des prélèvements fiscaux qui sont faits sur l'énergie vont à l'État. Et ne sont même pas, et j'en sais quelque chose en tant qu'adémien, en tant que représentant de l'ADEME, et ne sont même pas réaffectés aux agences nationales qui s'occupent de maîtrise de l'énergie. Il faut quand même savoir que l'agence de l'ADEME, il y a quelqu'un de l'ADEME dans la salle ? Peut-être pas. L'ADEME, donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est uniquement financée dans ce pays sur les taxes sur les décharges et les incinérateurs. Dit autrement, et pour rigoler un petit peu, plus vous mettrez de déchets en décharge, qui n'est quand même pas la bonne solution, plus on pourra faire de chaufferie-bois. En fait, ce qui manque, c'est effectivement qu'une partie de la taxe sur le pétrole soit affectée aux politiques énergétiques. Alors, à l'ADEME, pourquoi pas, mais ce qui manque, c'est effectivement cette logique d'affectation de la fiscalité, premier point. Et deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, cet argent va principalement à l'État et va très peu aux collectivités territoriales. Très peu. Et donc, si demain, on veut effectivement développer les politiques territoriales, il faudra développer ce type de fiscalité. Alors, ce qui est intéressant pour parler des politiques territoriales, et après, en fait, pour tout vous dire, on ne s'est pas très bien compris, et je ne savais pas qu'il fallait que je vous parle plus de collectivités, donc j'en parlerai dans les débats, si vous voulez, des collectivités qui font des choses très originales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, la plupart des parcs éoliens
sont en fait sous actionnariat de particuliers et de collectivités territoriales. Alors qu'en France, les parcs éoliens, c'est principalement des financements privés. Certains ont dit fonds de pension, c'est un peu vrai d'ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, demain, le modèle énergétique français sera probablement un modèle dans lequel vous investirez vous-même, soit à l'échelle individuelle sur un panneau photovoltaïque, mais pourquoi pas à l'échelle collective, dans des parcs éoliens, dans des centrales hydroélectriques. Et c'est ce qui ne se fait pas assez. Alors ça me donnera quand même une illustration. Aujourd'hui, si je voulais vous citer 3 cas, vous avez dû entendre parler de la régie de Montdidier, qui est à côté d'Amiens. Donc la régie de Montdidier, c'est une vieille régie. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'en 1946, vous aviez le droit soit de tout revendre à EDF, soit de garder vos centrales. La régie de Montdidier, à l'époque, a décidé de garder sa centrale. En fait, elle avait un barrage hydroélectrique de petite taille. Elle l'a gardé et pendant 50 ans, la régie a fonctionné. Et puis un jour, elle a décidé d'investir dans un parc éolien à la bonne période. Elle a gagné pas mal d'argent. La maire en a parfaitement eu conscience. C'est une dame qui dirige la commune. Et elle a décidé, avec l'argent gagné par le tarif d'achat éolien, de financer des travaux de maîtrise de l'énergie dans sa commune. Et donc là, on commence à avoir un modèle qui est quand même intéressant, dans lequel finalement, au lieu que le tarif d'achat serve, je vais être un peu mauvaise langue, à financer des fonds de pension américains, finance la lutte contre la précarité énergétique, la maîtrise de l'énergie, la baisse des consommations du pays. Donc on a le Montdidier. On a des communes qui ont commencé, des communautés de communes et des intercommunalités qui ont décidé de se donner comme objectif d'être autonomes en énergie. Alors tout à l'heure, je sais plus, monsieur, vous me disiez qu'il y avait une grande tradition d'autonomie à Mulhouse, à l'époque où c'était une république indépendante. Il y a quelques intercommunalités qui ont décidé de dire, à l'échelle de 20 ans ou 10 ans, on sera autonome en énergie. Autonome en énergie à la fois en augmentant les ressources énergétiques du territoire et en baissant les consommations. La plus connue, c'est le Menet, par exemple. On a aussi des sociétés d'économie mixte qui se sont créées à Romans, par exemple, dans l'Isère, où on a créé, il y avait une volonté, un monteur de projet éolien. Ils sont allés voir les élus locaux. Les élus locaux ont dit « Ok, on vous soutient, on portera politiquement le parc éolien, mais à une condition. On a 30% des parts. » Ils ont dit « Mais ça va pas, c'est ça ou rien. » Et du coup, c'est la collectivité qui a eu, j'allais dire gratuitement, 30% des parts contre son accord et son portage politique. C'est ça qu'elle a mis dans la balance. Pour l'instant, ça fonctionne. On a des syndicats intercommunaux, des syndicats départementaux d'électrification qui se sont investis dans des champs photovoltaïques, dans des champs éoliens, dans des chaufferies bois. En tout cas, alors, je vous invite sur le site d'Amorce, donc www.amorce.asso.fr. On vient de sortir une petite brochure qui s'appelle 30 collectivités qui font la transition énergétique. Vous verrez, c'est des communes qui font moins de 200 habitants, c'est aussi des conseils régionaux, c'est des agglos, c'est des intercos, du rural, de l'urbain. Il y a plein de gens qui font des choses très très intéressantes en matière d'énergie. Et il me semble que c'est probablement là que ça se joue. C'est-à-dire, ou bien le débat sur la transition énergétique accouche, vous vous en doutez, d'une souris, parce que globalement, on ne va pas arrêter le nucléaire dans ce pays, et globalement, on ne fera pas 50% de notre électricité avec de l'éolien. Je suis désolé pour ceux qui étaient d'un avis ou de l'autre. Mais pour nous, soit on fige le débat autour des questions technologiques, ou bien le vrai sujet, c'est qui décide et qui est en capacité de faire évoluer sa capacité de consommer, sa capacité de produire, avec au passage à la clé de nombreux emplois, une capacité de faire de la valeur. Rappelez-vous le premier chiffre que je vous ai donné. Si demain, les 6 milliards d'euros de factures que la France paye à l'étranger deviennent 6 milliards, j'allais dire, réinjectés dans l'économie locale, ça change tout. Alors cela dit, vous me direz, c'est un peu une utopie. Certaines collectivités arrivent à montrer ça. Et je vous rappelle que, pour finir, il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que je dis, 20 ans, les États-Unis ont refusé de signer le protocole de Kyoto. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un certain nombre de grandes villes américaines ont décidé de tenir les objectifs de Kyoto. Et elles les ont, pour un certain nombre, tenus. Ça montre qu'à certains moments, le blocage à l'échelle nationale peut, j'allais dire, être contourné par une logique territoriale qui montre que ça marche, que ça peut marcher à une plus petite échelle, pour qu'ensuite l'idée se développe de nouveau à l'échelle nationale. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Garnier. C'est très complet. Personne n'est parti pendant votre exposé, donc je crois qu'il a passionné plus d'un. J'ai vu beaucoup d'attention, beaucoup de prise de notes, même moi un petit peu. Donc maintenant c'est la partie débat que les uns et les autres vous connaissez. Je donne évidemment la priorité aux questions de la salle, puisque vous êtes venus pour ça. Voilà, il y a une main qui se lève tout de suite au fond. Attendez, on va vous passer le micro, de sorte qu'on vous entende bien. Si vous voulez, comme d'habitude, vous présenter et puis... Oui, bonjour, je m'appelle Christian Haas, je suis dirigeant de PME.
dans le domaine du transport routier. J'ai été très frappé par le schéma que vous avez présenté tout au départ, 50% chaleur, 33% transport. Hein, ça m'interpelle. Par ailleurs, c'est aussi partiellement un client, il y a en Centre-Alsace un industriel qui vend des pavés, de magnifiques pavés en granit. Ces pavés viennent de Chine. Il est vrai, semble-t-il, qu'ils servent de ballast, vu leur poids, on les met au fond du porte-conteneur. J'aurais aimé que vous disiez un petit mot sur la transition énergétique et mondialisation. Est-ce que, finalement, notre économie, l'économie que nous connaissons aujourd'hui, n'est pas, quelque part, le pendant d'une énergie bon marché? Et est-ce que, à terme, cela ne va pas remettre en cause toute notre façon de fonctionner en termes d'échange au niveau mondial? Vaste question. Deuxième exposé de 50 minutes. Oui, c'est ça. Donc 50 minutes, c'est reparti. Non, Quelques pistes de réflexion. Non, plus sérieusement, vous savez que l'un des débats qui réémerge actuellement, c'est le débat sur la taxe carbone. Et en fait, la question de la taxe carbone, elle a plusieurs dimensions. Il y en a une qui consiste à dire, celle qui a fait qu'on l'a très mal emmanché la première fois il y a 3 ans, qui consistait à dire il faut un choc de prix. C'est-à-dire si on dit aux Français maintenant vous allez payer votre essence 1 euro de plus, etc., vous allez changer de comportement. Ça n'a pas fonctionné, d'ailleurs ça a fait effectivement un four au moment où on l'a proposé et on a eu une levée de bouclier. La deuxième qui est plus intéressante, c'est la question de la taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'applique à nous la taxe carbone ou une fiscalité carbone, et qu'autour il se passe rien, c'est sûr que vos pavés chinois, non seulement ils vont continuer, mais ils vont même ils vont arriver encore en plus grand nombre, puisque quelque part on se sera imposé un certain nombre de choses et pas aux autres. Au passage, ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder de près la question des quotas CO2, qui est un sujet absolument ahurissant dans son fonctionnement. Il y a une émission d'Arte, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder, c'est un moment délectable. Un grand spectateur d'Arte, vous êtes vous? Vous avez remarqué, oui, en troisième partie de soirée, oui. Plus sérieusement, le débat aujourd'hui, c'est de savoir si on sera en capacité, par une réglementation européenne, d'imposer une taxe aux frontières de l'Europe. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que la taxe carbone nationale n'aura lieu que s'il y a une taxe carbone européenne, et que la taxe carbone européenne, elle a 2 dimensions. Est-ce qu'on est capable de taxer le consommateur européen dans sa capacité, et donc sa capacité à se comporter différemment, mais aussi à taxer le produit qui rentre sur le territoire européen. Et c'est probablement là l'enjeu principal, avec la difficulté qui est, moi je découvre ça, je ne connaissais pas, le monde de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui en fait aujourd'hui bloque la taxe carbone. Le vrai élément bloquant de la taxe carbone, c'est l'OMC. C'est l'OMC qui refuse qu'on imagine une sorte de réglementation internationale du carbone, ou une fiscalité internationale du carbone. L'enjeu, il est là, vous avez raison. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais est-ce qu'elle serait réaliste, cette réglementation internationale du carbone? Il faudrait des institutions mondiales sacrément puissantes, non? Non, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'Europe réglemente les conditions d'accès au territoire européen, qui serait une forme de protectionnisme environnemental. C'est-à-dire, ne rentrerait sur le territoire que des produits ayant payer sa taxe carbone, etc., etc. Et auquel cas, on a créé à la fois on a rééquilibré la concurrence sur des produits qui aujourd'hui sont clairement qui cassent la concurrence des produits européens, et en même temps, on a créé un peu de protectionnisme. J'espère que la réponse rapide, forcément, vous a satisfait. C'est tout à fait ça. Si vous permettez, je vais reformuler. Lorsque vous vous promenez dans un petit village de la route du Rhin, par exemple, au bas des collines subvosgiennes, sur 120 km de long, vous retrouvez très très souvent une rue des Tuileries. C'est très, très. Il y avait beaucoup de Tuileries autrefois, oui. Très exactement. Donc avant, nous avions plus une économie qui était, on va dire, localisée autour de petites agglomérations. Cette fameuse mondialisation fait que maintenant, on produit tout à l'autre bout de la planète, au détriment de nos propres emplois, de notre propre économie, alors qu'il serait peut-être souhaitable de se recentrer sur soi-même. Pourquoi ne pourrions-nous pas construire, nous produire à nouveau nos briques, nos pavés, dans un cadre, je dirais, plus local? Et cela, je pense, n'a été possible que parce que l'énergie, quelque part, était bon marché.
Le jour où l'énergie sera à nouveau chère, poussée par la contrainte, nous serons obligés de revenir sur nous-mêmes. Voilà. Je ne sais pas si pour moi, j'ai répondu effectivement, d'où l'intérêt de mettre une taxe carbone qui crée une énergie plus chère et qui donne les mêmes règles du jeu à ceux qui sont à l'extérieur et à ceux qui sont à l'intérieur. Mais bon, je suis un peu à la limite Qui de mes obligerait, compétences. d'après vous, à relocaliser finalement ce qu'il est inutile d'acheminer depuis une lointaine Asie. Monsieur, et puis monsieur. Oui, je suis André Scheffer, je suis un citoyen habitant Mulhouse et aussi militant Europe Écologie Les Verts. Alors, ma question, c'est le plus grand gisement pour éviter pour faire des économies, c'est justement de consommer moins. Est-ce que vous avez travaillé sur tout ce qui touche aux tarifications progressives? Est-ce que c'est incitatif? Question très technique. Il y a encore 40 gros graphiques là-dessus, non? Ouais, c'est vraiment ça a été un sujet. Oui, on y a travaillé beaucoup. On a présenté des amendements. On a vu le rapporteur de la loi au moins 5 ou 6 fois. L'une des difficultés, c'est qu'en fait, alors je vous fais l'histoire de la tarification progressive. C'est une proposition de François Braun pendant la campagne électorale. Et en fait, probablement avec le recul, la difficulté, c'est qu'il voulait en même temps faire du social, de l'environnemental et de l'économique. C'est-à-dire que si ça n'avait été qu'une mesure d'incitation environnementale, on avait peut-être une chance de s'en sortir. Mais là, nous, notre première idée, c'était effectivement de mettre uniquement un malus sur les surconsommateurs. On s'est dit, la seule chose qu'il faut faire, c'est de se dire, vous avez vu mes graphiques, aujourd'hui, un Français moyen, ça doit consommer à peu près 12 000 kWh. Comme ça vous donne la réponse à la question que je vous ai posée en premier. La moyenne française, c'est à peu près, je crois que c'est 10-12 000 kWh pour un logement type. Celui qui consomme 20 000 kWh d'élec, c'est un pas bon. On lui met un malus. On le taxe. D'accord ? Donc, c'était que ça, c'était que un plus. Mais à partir du moment où il a fallu aussi créer des bonus, en particulier des bonus sociaux, pour dire, mais celui qui est pauvre et qui consomme 20 000, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Donc non seulement on va pas le punir, mais on va l'aider. Voilà. Alors là, c'est parti de travers. Effectivement, très rapidement, on s'est rendu compte de la difficulté. Alors ça a posé, il ne faut pas dire que du mal de la loi Brottes, parce qu'il a eu le mérite de poser quand même quelques bonnes questions. La question de l'équité, par exemple, Brottes, à un moment donné, il dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi le prix et les malus et les bonus, parce que ce que je vous ai dit sur les 12 000, c'est valable en moyenne française. Vous doutez bien qu'un Marseillais, il est plutôt à 8 000 ou 6 000, et que le Lillois, il est plutôt, lui, facilement à 16 000. Donc Brottes dit, faut que j'intègre le climat dans mon tarif. Puis après, il y en a un autre qui dit, je me rappelle, le débat à l'Assemblée, c'est toujours passionnant. Allez sur le site de l'Assemblée, vous verrez ce que c'est la démocratie, la vraie. Il y a des moments assez truculents, en particulier la question des vieilles personnes. Des vieilles personnes qui restent dans leur logement, donc qui se chauffent toute la journée, donc qui sont facilement à 14 000. Là aussi, on ne peut pas leur mettre un malus, elles sont juste chez elles. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on a mis tellement de conditionnalités dans le système qu'on est sorti, on a perdu de fil l'idée de départ qui était une sorte de prélèvement, une espèce de signal prix pour dire vous surconsommez. Mais ça montre aussi la difficulté de traiter de ce sujet. On a eu la même difficulté à traiter la complexité qu'on a aujourd'hui à traiter la péréquation. Je ne sais pas si quelqu'un va poser une question ou va vouloir réagir sur la question de la péréquation tarifaire, parce que c'est un sujet que, à chaque fois, dans les débats publics, j'essaye d'amener. Alors, soit je me prends une veste, c'est-à-dire rien qui se lève en disant c'est lamentable, vous dites que vous êtes contre la péréquation, soit finalement ça fait un chou. Personne n'en parle. Mais c'est un vrai sujet. C'est finalement, est-ce que ça a du sens que l'électricité ait le même prix aujourd'hui à Marseille, à Lille, que vous soyez 5, 10, 2 ou 5 dans votre appartement, que vous soyez au chauffage élec ou vous ne soyez pas au chauffage élec, etc., etc., etc. Ça mérite un vrai débat, cette histoire de péréquation, quitte à ce qu'à la fin, on dise c'est la bonne solution à la péréquation. Ça a du sens pour plein de bonnes raisons. Gérontologues vous diront que c'est pas mal de faire sortir nos anciens et ils vieillissent mieux. Mais bon, il y a une question. Il faut que je vous déride un peu, parce que je vous sens très sérieux ce soir. Mais bon, monsieur. Là. Bonsoir, Jean-Luc Cardozo, je suis délégué syndical à la centrale de Fessenheim. Ma question, elle va être simple. Après, je vous ferai quelques remarques quand même sur vos débats. Une question d'abord. Je pose direct la question, comme ça vous pouvez y réfléchir pendant que je ferai la critique de ce que vous avez dit tout à l'heure. Au moment où on est en train de parler de transition énergétique, où le thème de la soirée c'est transition énergétique, l'heure des choix, est-ce que vous pensez que le débat tel qu'il est engagé aussi bien dans les régions que nationalement, et en particulier dans la région Alsace, notamment
façon tardive dont il a été lancé, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour répondre à des enjeux qui doivent nous engager sur plusieurs dizaines d'années à venir? Voilà, ça c'est la question. La pertinence de ces débats et de la manière d'engager ces débats, c'est ce que... Voilà. Ensuite, deux, trois questions. Peut-être qu'il peut... Non, mais allez-y pour les critiques, comme ça je pense aussi à répondre à vos critiques. Voilà. Ah bon. La péréquation tarifaire, puisque vous me tendez la perche, enfin ce serait un scandale, la suppression d'un système de péréquation tarifaire pour un besoin de première nécessité, comme l'électricité par exemple. Pas seulement pour l'électricité d'ailleurs, puisque la péréquation tarifaire elle est également valable pour le gaz par exemple. Donc l'ensemble des besoins de première nécessité devraient être tous du système de péréquation tarifaire. On paye par exemple le même prix tel ou tel produit ailleurs, n'importe où sur le territoire français, et c'est une bonne chose d'avoir un système de péréquation tarifaire. Ensuite, je voudrais revenir sur votre notion de la façon dont vous avez présenté la nationalisation de l'électricité de France. C'est assez particulier quand même. Enfin, les principaux producteurs n'étaient pas seulement des régies locales, étaient principalement aussi des gros producteurs qui avaient, alors on est d'accord ou pas d'accord, frayé avec l'ennemi, qui avaient pas aidé les choses. On avait aussi, il faut pas l'oublier, du courant alimenté, enfin à tel endroit c'était du 110 volts, courant continu, à tel autre endroit à 50 km c'était du 110 volts, courant alternatif, un autre du 220 continu, alternatif, enfin on avait un petit peu toutes les tensions, et l'idée quand même c'était quand même d'harmoniser un petit peu tout ça, ce qui n'était pas une mauvaise chose parce que ça permet quand même de réduire les moyens de compensation, parce qu'à chaque fois vous avez des tensions différentes, il faut quand même équilibrer, et malgré tout donc ça génère des transformateurs et tout ça, ça produit de l'énergie qui consomme ça consomme de l'énergie pour rien, donc c'était pas une mauvaise idée. Donc je voulais juste quand même rectifier ça là-dessus. Et puis aussi votre présentation autour des bénéfices de l'entreprise, ça bénéficie au comité d'établissement d'EDF. Enfin, ça c'est un débat dans le débat, mais enfin, c'est vous avez un parti pris qui est un petit peu particulier sur la question. Voilà. Je fais assez court, juste pour donner quand même une dernière chose. Qu'est-ce qui permet d'œuvrer pour limiter les rejets de CO2, puisque c'est quand même la catastrophe qui nous pend au nez, enfin qui nous pend pas au nez, qui est en train de s'abattre sur nous ces derniers temps. Qu'est-ce qui permet de limiter contre le CO2, si ce n'est des énergies qui produisent peu de CO2? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Alors, je vais pas revenir sur le débat cycle court, cycle long du CO2, parce que ce serait certainement un peu trop technique et ça vous embêterait tous. Néanmoins, tout ce que le cycle court utilise de la diversité, les arbres, la diversité naturelle, pour l'absorber, ne résorbe pas le cycle long du CO2. Donc c'est une forme de saturation, ça fait un bruit de fond qui n'est pas utilisé pour résorber la grosse masse de CO2 cycle long qui nous impacte actuellement. Et donc c'est un petit peu en disant que cycle court et cycle long ne sont pas opposables, c'est pas tout à fait juste quand même. Voilà. Merci. Il y aurait d'autres remarques, mais bon. Oui, bon, on va les prendre par petits paquets. Entre quatre yeux. Voilà. Alors, donc sur la question de la première question, pertinence du débat, moment du débat, intensité du débat. Je vais vous faire là, j'ai besoin de 2 minutes. Je vais vous faire l'histoire des débats énergétiques dans le pays les 15 dernières années. On est à 2 minutes. On est à notre 4e débat. Oui. Hein, donc, on a eu en particulier un débat au moment de l'ouverture des marchés en 2000. Je suis sûr que les représentants des syndicats s'en rappellent. Moi, je m'en rappelle. En tout cas, j'étais pas loin de l'hémicycle. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce premier débat est un débat qui s'appelle Service public de l'énergie. La loi s'appelle Service public de l'énergie. Elle parle pas du service public, mais du marché. C'est quand même une loi de marché, c'est une loi de libéralisation. Donc c'est bien, ça protège, mais c'est quand même une loi de libéralisation, c'est amusant. Deuxièmement, elle ne parle que d'électricité. Et on voit quand même, enfin, je pense que vous le reconnaissez tous, dans ce pays, on a été tellement marqué par l'électricité qu'une fois sur deux, quand vous dites énergie, tout le monde fait tilt dans sa tête, c'est l'élec dont on parle. C'est pour ça que je me permets de dire, le vrai sujet, c'est pas l'élec. Désolé, le vrai sujet, c'est d'abord se chauffer, se déplacer, etc. Mais, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ce premier débat est un débat complètement tourné sur la question électrique puis gazière, uniquement sous l'angle, effectivement, des opérateurs,
Il n'y a quasiment pas de débat sur la consommation. Le deuxième débat, c'est le débat dit loi Fontaine ou loi de programmation énergétique 2005. Là, pour la première fois, on aborde la question de la chaleur, par exemple. C'est la première fois qu'on voit dans le texte le mot chaleur, c'est-à-dire qu'on commence à parler des usages. Par contre, il est dit très vite, on n'a pas le droit de parler du nucléaire. Après, vous me direz-vous ce que vous en pensez, si il faut en parler ou pas, mais on n'a pas le droit d'en parler. Mais on parle très peu encore de consommation d'énergie. Grenelle, troisième débat énergétique. Pour la première fois, on va vraiment parler de consommation. Passage avec un résultat très moyen, mais on va commencer à dire qu'il faut rénover, on sort la réglementation thermique des bâtiments qui est extrêmement intéressante, on booste les certificats d'économie d'énergie. Et cette fois-ci, alors au passage dans le Grenelle, très peu de débats dans les régions, quasiment rien. Et ce qui est intéressant dans ce débat-là, après je vais en dire du mal, rassurez-vous, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est on a le droit de parler de tout. C'est la première fois qu'on a le droit de parler de tout, y compris du nucléaire. Moi, je trouve, à vous de voir comment vous positionnez, mais au moins on a le droit d'en parler. Deuxièmement, il y a ces débats-là, ce qu'on est en train de faire. Ça n'existait pas dans les débats précédents. Pour la première fois, on fait comprendre aux Français que c'est eux le sujet. C'est eux le sujet. C'est pas la technique, c'est eux. C'est eux qui doivent savoir ce qu'ils veulent consommer et comment ils veulent le consommer et s'ils assument les conséquences de leur consommation. Donc pour moi, dans l'histoire des débats, on arrive à une maturité intéressante sur le champ et sur les acteurs. Maintenant, je dois vous dire qu'on est au milieu du gué, là, on est à peu près à la moitié du débat. J'ai lu ce week-end les 5 rapports, donc vous pouvez les lire maintenant, les 5 rapports des 5 groupes de travail. C'est la déception. C'est la déception, c'est-à-dire que malheureusement, soit vous voulez faire du consensuel, et vous vous rendez bien compte dans cette salle, je suis sûr qu'on aura du mal à en faire, sur le nucléaire, sur la MDE, sur l'obligation, par exemple l'obligation de rénovation, c'est un sujet, il n'y a pas 2 personnes qui sont d'accord. En particulier parce que certains vous diront, mais on manque de logements dans ce pays, vous n'allez pas en plus imposer de la rénovation alors qu'on n'a pas assez de logements. Donc la difficulté, c'est que le sujet est vraiment très complexe, qu'il touche à la fois effectivement à l'économique, au social et un peu à l'environnemental, mais aujourd'hui surtout à l'économique et au social, et que les décisions qu'on a à prendre aujourd'hui ne se verront que dans 20 ans. Et je vais prendre une image pour finir sur la question de la rénovation. Il y a un moment dans notre vie à tous, moi je viens de basculer, mais certains d'entre vous le sont, vous êtes locataire, et puis un jour vous dites, bon, il faut que j'arrête de mettre l'argent par les fenêtres, quoi. Il faut que j'achète mon logement, c'est assez classique. Ce jour-là, vous êtes en capacité, parce que vous savez que sur le long terme c'est la bonne option, de faire un effort. Soit financier, parce que vous allez avoir un prêt qui va vous coûter plus cher au mois que ce que vous coûtez votre location, soit vous acceptez d'avoir un logement un petit peu moins bien pour avoir un remboursement de prêt qui correspond à peu près à ce que vous payez comme location. C'est étonnant, tout d'un coup, ce comportement qu'on a pour un certain nombre, une grande majorité, de se dire je suis capable de faire un effort à un moment T, parce que je sais qu'à T+1, pour des raisons économiques là, je sais que c'est à mon avantage. Et ben, je crois que c'est à peu près la même démarche qu'il faut qu'on ait avec la question énergétique. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se mettre une contrainte, qui est une contrainte de prélèvement fiscal pour financer la maîtrise de l'énergie, la rénovation. On est capable de se dire on va rénover nos logements parce qu'on sait que sur le long terme, c'est la bonne option. C'est ça la question. Et effectivement, entre nous, on peut se donner rendez-vous dans 6 mois. J'ai encore un sérieux doute sur ce qui va se passer à la fin dans 6 mois. J'espère que ça ne va pas accoucher, non pas d'une souris, mais d'un mulot. Voilà. Un mulot, oui, c'est très référencé ça. Une question ici. On va vous passer le micro. Bonjour, Rodolphe Percé, j'appartiens au syndicat CFE-CGC. Je travaille également à la centrale nucléaire de Fessenheim. Je salue mon collègue d'ailleurs, bonjour Jean-Luc. Le syndicat auquel j'appartiens a rédigé un livre blanc sur les questions de l'énergie et a présenté ce livre blanc à différents hommes politiques dans le cadre des débats sur la transition énergétique. Dans ce livre blanc, une des propositions qui avait été faite, c'était d'augmenter les prix de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, on s'aperçoit que, de toute façon, l'augmentation des prix de l'électricité, nous allons la subir, mais que nous pouvons très bien de nous-mêmes décider d'augmenter ces prix pour dégager des revenus financiers, parce qu'il faut prévoir le renouvellement du parc nucléaire quand il sera en fin de vie, pas forcément d'ailleurs avec du nucléaire, je ne sais pas encore avec quoi, mais en tout cas, il faudra prévoir de nouveaux moyens de production, je ne sais pas lesquels ils seront. En tout cas, si on veut des nouvelles formes de production d'énergie, électricité notamment, il faut investir dans la recherche et développement pour développer de nouveaux moyens de production qui satisfassent à nos exigences, qui sont le respect de l'environnement, des filières industrielles en France, qui créent des emplois en France ou en Europe.
et en même temps un approvisionnement qui soit sûr. Tout ça va demander énormément d'argent. Comme on n'a absolument plus aucune réserve financière, ni au niveau de l'État, ni nos entreprises n'ont pas non plus des cagnottes dans lesquelles elles peuvent se puiser. Donc ce qui a été proposé, c'était, il faut expliquer aux gens que l'électricité va augmenter, que l'énergie d'une manière générale va augmenter, mais que cet argent va permettre de préparer l'avenir. Or, quand on échange avec nos hommes politiques, et j'ai eu l'occasion à travers mon action syndicale de dialoguer avec différents représentants des pouvoirs publics, on est assez déçu de voir à quel point ils raisonnent à court terme. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a laissé, et à quel point, quand on veut leur parler long terme, on a du mal à se faire comprendre et à parler le même langage. Je vais vous donner un exemple. Quand on est allé voir M. François Hollande parce qu'il proposait de fermer l'usine dans laquelle je travaille, on y est allé, je vais dire, un petit peu embêté qu'il propose de fermer notre usine, mais en même temps, en tant que professionnel du secteur de l'énergie, on était curieux de savoir ce qu'il proposait, puisqu'on se dit, tiens, il y a un parti qui parle d'avenir. Intéressant, allons voir ce qu'il propose. On critiquera, mais après avoir compris ce qu'il propose. On ne va pas critiquer sans comprendre quel est l'objectif. Et on a été déçus parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait des interlocuteurs qui étaient complètement dans l'improvisation. Quand on a dit, OK, vous fermez Fessenheim. Ça produit 2 fois 900 mégawatts, mais qu'est-ce que vous proposez de mettre à la place? 9 fois 900 mégawatts, faut bien le réseau, il en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? On va faire une centrale au gaz. Ah bon? Mais on va faire une centrale au gaz, mais ça coûte 400 millions d'euros de plus par an. Puis d'un point de vue écologique, excusez-moi, si l'objectif c'est de préserver l'écologie, quel est l'intérêt? Tout est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'était purement logique à court terme et logique électoraliste. Et quand on voit, par exemple, à l'heure actuelle, on veut préserver l'environnement, mais vous l'avez rapidement abordé, le débat là au Parlement européen sur la taxe carbone, où en fait on ne veut pas relever les prix de la taxe carbone pour ne pas pénaliser l'économie. Et quand on dit il faudrait, pour préparer l'avenir, profiter des revenus financiers, par exemple du parc nucléaire, et peut-être trouver là une ressource financière pour préparer l'avenir, ça veut dire qu'il faut expliquer aux gens que, concrètement, ils vont payer plus cher. Et ça, c'est très difficile à faire passer à nos concitoyens qui, dans les débats sur la transition énergétique, disent tous « on est d'accord avec ce que vous voulez du moment qu'on ne paye pas plus cher ». Parce que ça, j'ai eu cet écho que dans les débats sur la transition énergétique, les personnes qui représentent les consommateurs ont toujours cette expression qui est d'accord avec tout du moment que ça ne coûte pas plus cher. On va peut-être comment on prépare l'avenir par réponse rapport à ça? Ouais. Donc, vision à court terme des élus, vous les fréquentez beaucoup, les élus locaux et puis les parlementaires. Comment vous expliquez cette vision à trop court terme qui impressionne défavorablement D'une part, je crois que vous avez illustré ce que je disais juste avant sur le fait qu'effectivement l'idée de prélever aujourd'hui pour financer demain peut se défendre. Ça répond un peu à la question. Oui. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple, ça a été le cas dans plein de collectivités, le fait d'investir dans une chaufferie bois aujourd'hui, c'est un investissement majeur pour une collectivité territoriale en termes d'endettement. Et vous avez pourtant un certain nombre d'élus locaux aujourd'hui qui ont fait le choix, qui auraient pu faire le choix de rester sur des solutions, chacun se chauffe avec les solutions classiques, élec, gaz, fuel. Et vous avez quand même des élus qui ont pris ces responsabilités. Donc j'allais dire, alors c'est peut-être facile, mais ce que vous dites des élus nationaux, que je connais un peu, je le trouve un peu moins vrai des élus locaux. Tiens, ça m'étonne. Surtout que vous avez même dans le rural. C'est assez surprenant, vous avez dans le très rural. Et c'est étonnant comme vous avez des élus qui sont prêts à faire l'investissement aujourd'hui pour assurer une économie demain. Ils font un calcul rapide, ils calent le prix du fuel, ils regardent la différence avec le bois et puis ils se disent je fais une chaufferie quoi. Je fais une chaufferie. Oui, mais c'est pas ça qui remplacera la perte des 2 fois 900 mégawatts que citait monsieur. Faut rappeler que les fleuves sont faits avec des petites rivières qui sont énormes, etc. C'est-à-dire que si une partie du monde rural décide de réinvestir leurs ressources énergétiques à elles, en particulier avec le bois, voire avec des agro-solutions
production qui ne sont pas des agrocarburants, ça peut la paille en particulier, des choses comme ça peut être très intéressant. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, qui est effectivement la difficulté, c'est la quadrature du cercle aujourd'hui entre les 5 collèges, un collège de consommateurs qui dit moi je veux pas, ça coûte plus cher, un collège de salariés qui dit moi je veux pas perdre d'emploi, mais je dois vous dire qu'il n'y a pas en face, ce qui est assez surprenant dans le débat, je vais vous répondre, c'est qu'on n'a pas les métiers. Moi je comprends qu'à votre place vous disiez tel qu'on présente la direction, vous avez l'impression que vous allez perdre de l'emploi. Mais il n'y a pas autour de la table les gens qui sont susceptibles d'en gagner des emplois. On est surpris. Moi, régulièrement, je me tourne vers le bâtiment en disant mais dites que vous allez faire de l'emploi. Enfin, a priori, si on fait de la rénovation demain, c'est bien vous qui allez créer de l'emploi. Bah, c'est moins net, etc. C'est pas si sûr. Donc, on a vraiment l'impression du côté des salariés, ils vivent ce débat et je crois que je peux les comprendre plus comme une menace que comme une opportunité. Il faut le reconnaître. Et puis après, il y a effectivement l'État. Moi, désolé, j'insiste, mais le chiffre des dividendes, il est réel. Le chiffre des dividendes de l'État. Comment l'État peut arbitrer aujourd'hui, sachant qu'il gagne beaucoup d'argent, quoi, sur cette histoire. Il gagne beaucoup d'argent, mais pas assez, quoi. Peut-être une dernière question. Je sais qu'il y en aurait beaucoup. Alors une question là, puis alors deux dernières questions. Ça ne sera pas vraiment une question. Déjà, un commentaire. Déjà que j'apprécie que M. Garnier a bien précisé que l'important c'était qu'on apprenne à réduire nos consommations. Donc pour répondre à M. Caillé, qui n'était pas la dernière fois, je crois qu'il me semble qu'il n'était pas là, au débat négawatt, évidemment, avec toutes les économies qu'on a à faire, il ne faut surtout pas remplacer la production, non pas des 2 fois 900, mais de 2 fois 880 mégawatts de Fessenheim, parce que Fessenheim, ça produit à peine 1,5% de l'électricité en France lorsqu'on a retiré les 32,5% qui vont en Suisse et en Allemagne. Donc c'est 1,5%, il faut les économiser de manière la plus urgente. Je rappelle juste qu'au niveau mondial, le nucléaire représente 2,3% de la consommation finale d'électricité. Donc économiser 2,3% au niveau de l'échelle mondiale, c'est pas très compliqué. Et en plus, donc ça peut pas beaucoup compenser les effets sur le CO2, les 2,3% de nucléaire. Et quand on sait la complexité de construire une centrale aujourd'hui, on le voit avec Flamanville, effectivement, on peut pas pallier, remplacer le nucléaire remplacer d'autres moyens par du nucléaire, c'est tellement complexe, c'est tellement dangereux. Merci. Voilà, donc ne surtout pas les remplacer. Pitié, il y a des économies à faire, c'est urgent. Je rappelle encore juste un petit chiffre. On a augmenté notre consommation d'électricité en France entre 1970 et 2010 de 264%. Donc il est temps vraiment d'apprendre à réduire et d'inverser la pente. Monsieur, ce sera la dernière. Juste pour aller dans votre sens, il y a un chiffre que j'ai pas donné, excusez-moi. Il y a un chiffre que j'ai pas donné qui est quand même très intéressant. Les 300 000 derniers logements qui ont été faits dans ce pays ont été faits au gaz et à l'électricité à 98%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le vrai sujet, c'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pourquoi on n'essaye pas d'inverser la courbe des surconsommations de ces deux énergies en essayant de trouver d'autres modes de chauffage. Je ne parle même pas de rénovation. Et au logement, au programme de logement. Aujourd'hui, tous les logements ne font qu'accroître la courbe de dépendance à ces deux énergies. Monsieur ? Oui, Philippe Wolf, je suis adjoint au maire à Rixheim, je suis conseiller communautaire. J'aimerais amener une petite réflexion sur justement la rénovation thermique, sur la manière de la voir. Vous nous l'avez présenté comme un coût pouvant aller jusqu'à 30 000 euros en moyenne par logement, mais ne pourrait-on pas imaginer justement cela comme un investissement plus que comme un coût, c'est-à-dire que si l'État investissait massivement par des prêts, vu l'augmentation du coût pas de l'électricité, on a tellement parlé d'électricité là que je m'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est les coûts de l'énergie, puisque c'est bien là la problématique du débat de ce soir. On sait que vu la raréfaction, vu la demande qui est en expansion, de toute façon l'énergie, quoi qu'il arrive, va augmenter et plutôt de manière exponentielle. Alors on a tendance à raisonner aujourd'hui sur de ce que ça coûte aujourd'hui, mais si on se lançait aujourd'hui massivement dans la rénovation thermique qui représente la chaleur 60% de nos dépenses, à l'avenir, ça vous l'aviez dit, on aurait moins d'importations de produits pétroliers et surtout on pourrait rembourser ces prêts par les économies qu'on réaliserait déjà dès aujourd'hui, mais surtout demain. Qu'en pensez-vous ? Merci. Alors, je ne sais pas si vous faites référence à ça, mais d'habitude on évoque la KfW. La KfW, c'est la banque allemande qui aujourd'hui a lancé vraiment la révolution de la rénovation thermique depuis 3 ans en Allemagne.
à partir de prêts, des coprêts. Alors en fait, il y a deux cas. Ou bien le pays a du cash, et effectivement, on peut imaginer mettre la somme de départ en espérant qu'ensuite on amorce la pompe, sans jeu de mots, qui fait que les 20 000 ou 25 000 euros par logement vont servir dans l'économie locale. Et effectivement, on peut supposer que ça servira plus dans l'économie locale. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que le pays n'a pas de cash, et le pays ne peut pas s'endetter. Et le débat que nous avons actuellement à Bercy avec le cabinet de Madame Duflot, c'est que le modèle allemand fonctionne sur le fait que la KfW a la capacité d'émettre des obligations. Et que comme l'Allemagne est encore assez solvable, la KfW a de l'argent à un taux, pour être clair, elle a de l'argent à 1%. Voilà. Donc la KfW a une capacité de mobiliser de l'argent à 1% et fait des prêts à 1,2, 1,3. À 1,2, à 3, tout le monde prend. Enfin, je veux dire, si demain vous prêtez à 30 000 euros à 1,3, tout le monde prend. Et la difficulté, c'est que pour l'instant, on est bloqué par Bercy. Bercy refuse de donner la même possibilité à la CDC, donc à la Caisse des dépôts et consignations, qui pourrait être cette banque, qui pourrait être notre KfW, en disant je ne peux pas permettre à la CDC d'émettre des obligations parce que ça rentre dans le calcul d'endettement de la France. Voilà. Donc l'enjeu, c'est de savoir si on a du cash pas cher. Et à partir de là, on pourrait imaginer que le dispositif tel que vous l'évoquez fonctionne, mais il y a, semble-t-il, la capacité à accepter que le pays s'endette en mise de départ pour ensuite se récupérer sur la durée. Mais c'est un peu difficile en ce moment. C'est ça la difficulté qu'on a. Merci beaucoup Nicolas Garnier pour ces exposés, ces réponses. Je crois que vous pouvez le remercier par des applaudissements. Et puis, si vous voulez vous asseoir dans la salle, c'est peut-être plus confortable. Et puis, je laisserai à Luc René-Gaillet, le président de la CIM, le mot de la fin. Merci Antoine, je vais être très bref parce que 2 heures de débat très dense et un pot après pour se rafraîchir, donc je vais être très bref, j'ai 6 points. Le premier, je voudrais remercier Nicolas Garnier pour la clarté de ses exposés, extrêmement pédagogiques, extrêmement pragmatiques, qui éclairent toutes nos réflexions, avec un peu des points très sensibles pour nous. Les péréquations entre Marseille et Lille, on se sent malheureusement en termes de consommation plus proche de Lille que de Marseille, mais vous avez oublié Tahiti et La Réunion qui pourraient rentrer dans la comparaison. Alors, deuxième point, notre cycle de conférences, comme l'a très brillamment dans son introduction dit Loïc Richard tout à l'heure, c'est une initiative partagée parce qu'aussi bien la M2A, le Conseil de développement que la CIM, nous considérons que ces questions sont un enjeu majeur et on a commencé à réfléchir, comme vous l'avez dit Loïc, premier semestre 2012, parce qu'on pense que c'est une réflexion de long terme, c'est pas simplement un débat sur la transition, mais on va être en transition énergétique pendant une 40aine d'années, donc on va pas clore le débat dans le courant de l'année, ça peut être une vision parisienne, mais pour nous c'est quelque chose de long terme. Ce qu'on vise, c'est à renforcer l'information dont vous disposez, donc on se sent un peu plus intelligent à l'issue de chacune de ces conférences. C'est notre modèle mulhousien d'intelligence collective qu'on cherche à développer. Alors, troisième point, merci pour votre participation. On est toujours nombreux et puis on voit que la salle ne se vide pas pendant la durée de la conférence et des questions. Merci pour le ton des discussions. Nous ne sommes pas forcément tous d'accord et tous du même conseil de fabrique, ai-je cru comprendre, mais nous avons différentes chapelles, différentes opinions, mais je pense qu'au fur et à mesure des discussions, nos positions convergent. Alors, je voudrais faire en quatrième point une petite remarque sur les aspects économiques qui sont apparus. Il y a quand même 60 milliards de contributions au déficit commercial de la France. C'est quand même le premier problème que nous avons. Bien entendu, il faut s'en occuper frontalement parce que c'est là la première ressource, c'est résoudre notre problème de dépendance énergétique globalement. Et je fais quand même un clin d'œil pour les entreprises parce qu'on n'est pas très nombreux dans la salle. Aujourd'hui, nous souhaitons au niveau des entreprises que les coûts d'énergie restent raisonnables puisque c'est l'un des rares facteurs de compétitivité sur laquelle la France aujourd'hui est bonne. Je ne développe pas ce sujet, c'est pas le lieu aujourd'hui. Alors la suite. D'abord, la slide qui est ici est extrêmement intéressante puisqu'elle est en plein dans la prise en charge par le territoire de son avenir. Vous l'avez noté tout à l'heure, Monsieur Garnier, c'est une caractéristique de notre territoire et donc nous voulons nous prendre en charge et c'est un peu cette volonté commune de l'ensemble des acteurs et ce qui se prépare au niveau de la M2A en particulier, comment mieux nous prendre en charge et ce sera donc le thème de l'une de nos toutes prochaines conférences, je ne me rappelle plus si c'est la prochaine ou la 6e, je crois que c'est la prochaine, la 6e alors. La 6e, ce seront des exemples d'autres territoires proches
en l'occurrence suisses, allemands et autrichiens, qui se sont pris en charge localement, parce qu'on voit bien que les débats parisiens sont quand même, malgré la clarté que vous nous avez donnée, extrêmement théoriques, extrêmement complexes, avec des usines à gaz un peu partout, mais malheureusement, toutes les usines à gaz ne produisent pas de l'énergie. Donc, notre objectif est vraiment prise en charge du territoire. Et dernier point, vous l'avez dit lourdement, la première source d'économie, ce sont les économies d'énergie qu'on fait et les économies qu'on fait au niveau de nos consommations. Vos chiffres sont clairs. 52% de chaleur, 31% dans les transports et 17% autres, dont en particulier les process. Alors il se trouve que c'est les sujets sur lesquels nous allons organiser nos 2 prochaines conférences. C'est que nous avons réorganisé effectivement 3 pavés qui correspondent exactement aux vôtres. La chaleur, c'est plutôt les bâtiments, donc globalement une réflexion sur que peut-on faire concrètement au niveau des bâtiments. Alors il y a une histoire de BBC à Mulhouse, il y a un pôle de compétitivité en Alsace, comment est-ce qu'on va faire pour aller beaucoup plus vite que d'autres territoires, et en essayant, s'il vous plaît, de pas toujours faire le financement des transitions, quelles qu'elles soient, par des impôts, faisons quand même un peu appel à l'intelligence des gens et à des investissements qui vont leur permettre, comme vous l'avez dit en tant que propriétaire, de réduire leurs factures. Pensons quand même une fois que le français peut être un peu adulte. Alors deuxième source de consommation, les transports, 31%. Alors nous pensons que le thème, il est entre transport et aménagement, et tout particulièrement pour les élus qui sont très responsables en termes d'aménagement, comment l'aménagement peut générer moins de consommation d'énergie. Et dernier thème, les process. Donc ce sera entre les process industriels et les process dans l'agriculture, qui sont des process de transformation. Voilà rapidement 6 points. Merci Antoine pour ton animation, merci à tous et très bonne soirée.